Ma belle-sœur Rachel a toujours eu du ressentiment envers le fait que Kevin m'ait choisi. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il ait choisi quelqu'un d'aussi différent de sa famille. Nous étions mariés depuis 3 ans quand j'ai fait une fausse couche à 11 semaines. Nous avions déjà choisi des noms, acheté des vêtements. Nous étions anéantis. Rachel se montrait compréhensive avec Kevin. Me serrait dans ses bras, disait que tout arrive pour une raison. Mais seul, c'était complètement différent. Premier barbecue familial, 2 semaines après. Kevin grillait avec son père. Au moins, maintenant tu sais que tu peux tomber enceinte. Peut-être que ton corps savait que quelque chose n'allait pas. J'étais trop choqué pour répondre. Elle m'a tapoté l'épaule et s'est éloignée comme si elle m'avait réconforté. Son dîner d'anniversaire. Kevin est allé aux toilettes. Mon ami a fait 3 fausses couches avant d'avoir un bébé en bonne santé, mais elle était plus jeune que toi. Tu as 32 ans, c'est ça? Le temps presse. Kevin est revenu. Elle a immédiatement commencé à parler de son travail. La situation a empiré. Des articles sur les statistiques des fausses couches. Je pensais que cela pourrait t'aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Des commentaires sur mes publications, waouh. Tu passes à autre chose rapidement. Elle disait à la famille que j'avais l'air bien. Ce n'était probablement pas si important pour elle. Fête de l'Action de grâce. Elle a annoncé sa grossesse. M'a regardé directement. J'espère que ce bébé sera le premier petit enfant qui survivra. Silence. Kevin a demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a ri. A dit qu'elle s'était mal exprimée. Il l'a cru. Elle attendait toujours que Kevin ne soit pas là. M'appelait la presque maman. Demandait si nous avions accepté que la parentalité n'était pas faite pour nous. Plaisantait sur le fait de ne pas avoir à gérer les vergetures. Quand nous avons annoncé une autre grossesse, le visage de Rachel s'est décomposé. Elle s'est reprise, nous a serrés dans ses bras et, en privé, m'a dit « Ne t'attache pas trop cette fois, au cas où ». Elle me rappelait que tout pouvait arriver. Son ami se sentait très bien juste avant de perdre le sien. Rappel constant concernant ses premiers mois, 12 semaines, échographie en bonne santé. Rachel, eh bien, tu as fait plus de chemin que la dernière fois. Elle a acheté un cadeau, mais a gardé le reçu au cas où. Tu sais comment ça se passe. J'ai commencé à éviter les événements familiaux. Kevin pensait que j'étais hormonal, paranoïaque. Disait que Rachel était compréhensive à sa manière. Une baby shower qu'elle a insisté pour organiser. Décorée avec des ballons blancs. M'a dit en privé qu'ils étaient pour le bébé ange. Nous a offert un livre commémoratif pour les bébés perdus. Toutes les mères devraient en avoir un au cas où. 8 mois de grossesse. Dîner chez Rachel. Kevin à l'extérieur réparant la voiture avec leur père. Son mari à l'étage avec leur enfant. Rachel a regardé mon ventre. Quelque chose pourrait encore mal tourner. Le bébé de mon ami est mort à 36 semaines. Il a juste arrêté de bouger. Elle a dû accoucher en sachant qu'il était mort. C'est pire qu'une fausse couche précoce. Au moins, tu n'as pas accouché d'un bébé mort. Certaines femmes ne sont pas faites pour être mères. Peut-être que ton corps le sait. Peut-être que c'est pour ça qu'il a rejeté le premier. J'ai commencé à pleurer. Elle a levé les yeux au ciel. Tellement sensible. J'essaie juste de te préparer à la réalité. Kevin est entré, m'a vu pleurer. Rachel avait l'air agacée. Qu'est-ce qui s'est passé, Rachel? Un moment hormonal pour rien. Mais Kevin avait entendu à travers la fenêtre ouverte. Écoutez depuis 5 minutes. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rachel a essayé de nier, mais il avait tout entendu. Les commentaires sur le bébé mort. Le corps rejetant les bébés. Ne pas être faite pour être mère. Je lui ai tout raconté. Chaque commentaire au cours de la dernière année. Chaque blague. Chaque pic. Kevin était furieux. A dit à Rachel qu'elle était malade. Interdiction jusqu'à ce qu'elle obtienne de l'aide psychologique. A dit que quelqu'un qui torturerait une femme à propos d'une fausse couche était dangereux. Je n'ai plus de sœur. Nous sommes partis. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. Notre fille a 6 mois. Rachel ne l'a jamais rencontrée. Envoie des cadeaux que nous donnons. Publie des messages sur le fait d'être coupé sans raison.
Mais hier, tout a changé. La mère de Kevin a appelé en pleurant. Rachel est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu le bébé. 34 semaines, mort-né. Mon sang s'est glacé. Non pas par sympathie, par peur. Quand? Hier matin. Mais chérie, elle dit des choses. Quelle chose? Elle dit que tu lui as fait quelque chose. Dit que tu l'as maudite. Que tu as fait en sorte que cela arrive. C'est insensé. Elle a des captures d'écran, chérie, de toi visitant des forums sur la perte de grossesse. Cherchant des herbes qui provoquent une fausse couche, cherchant des moyens de maudire la grossesse de quelqu'un. Je n'ai jamais. Les captures d'écran montrent ton nom d'utilisateur, ton email. J'ai raccroché, les mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au forum que j'avais utilisé après ma fausse couche pour obtenir du soutien. C'était là. Mon compte, des messages que je n'avais jamais écrits, des recherches que je n'avais jamais faites, tous datés du mois dernier, des moyens naturels de provoquer une fausse couche, et d'autres. Des herbes à glisser à quelqu'un pour qu'il perde sa grossesse, des sorts de vengeance de grossesse qui fonctionnent. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Ici le détective Jason. Nous devons vous parler de la morte-naissance de Rachel Msenil. Je ne comprends pas. Elle a fourni des preuves que vous avez menacé sa grossesse. Nous avons besoin que vous veniez au poste. Un autre appel arrive. Kevin. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était glaciale. Rien. Je te jure. L'amie de Rachel t'a vu chez elle la semaine dernière. Tu lui as apporté du thé. Du thé spécial pour la grossesse, tu as dit. Mais je n'étais pas allé chez Rachel. Je ne l'ai pas vue depuis 6 mois. Kevin, quelqu'un me tend un piège. Ils ont trouvé le thé. Il a été testé positif à l'amande polio. Elle provoque des fausses couches. La ligne est tombée. Je suis resté figé sur mon canapé, fixant mon téléphone où il avait atterri après avoir glissé de mes mains tremblantes. L'écran était sombre maintenant, mais la voix froide de Kevin résonnait encore dans ma tête. Il pensait vraiment que j'avais fait ça. Mon propre mari croyait que j'avais empoisonné le thé de Rachel, tué son bébé. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je les ai pressées contre mon ventre, sentant ma fille donner de forts coups de pied contre mes côtes comme si elle pouvait sentir ma panique. 6 mois déjà, grandissant fort à l'intérieur de moi, et maintenant quelqu'un essayait de me l'enlever en me détruisant d'abord. Rachel l'avait vraiment fait. Elle avait trouvé un moyen de me blesser pire que n'importe quel commentaire cruel ne pourrait jamais le faire. Les messages du forum étaient là sur mon compte. Des recherches que je n'avais jamais faites. Des messages sur les herbes qui provoquent des fausses couches. Comment a-t-elle même pu accéder à mon compte? J'ai essayé de me souvenir du mois dernier. De chaque fois où mon ordinateur portable était hors de ma vue, de chaque moment où Rachel aurait pu accéder à mes mots de passe. Mais nous n'avions pas été dans la même pièce depuis 6 mois. Pas depuis que Kevin l'avait bannie de nos vies après avoir entendu ce qu'elle m'avait dit chez elle. Le thé n'avait aucun sens non plus. Je n'étais pas allé chez Rachel. Je ne l'avais pas du tout vue. Mais Kevin a dit que l'ami de Rachel m'avait vu là-bas la semaine dernière apportant du thé spécial pour la grossesse. Quelqu'un a vu une femme enceinte à la porte de Rachel et Rachel l'a convaincu que c'était moi. Mon téléphone a vibré sur le sol. Je n'arrivais pas à me décider à le ramasser. Et si c'était à nouveau le détective, exigeant que je vienne au poste? Et si c'était Kevin qui rappelait pour dire des choses encore pires? Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer, vibrant contre le plancher de bois franc. J'ai finalement attrapé le téléphone avec des mains tremblantes. Le nom de Marina clignotait sur l'écran. Ma meilleure amie. J'ai répondu et j'ai immédiatement commencé à pleurer si fort que je ne pouvais pas parler. Elle n'a pas posé de questions, a juste dit qu'elle arrivait tout de suite et de verrouiller les portes jusqu'à ce qu'elle arrive. 20 minutes plus tard, Marina s'est laissée entrer avec sa clé de secours et m'a trouvé toujours sur le canapé, sanglotant dans un coussin. Elle s'est assise à côté de moi et m'a prise dans ses bras, me laissant pleurer contre son épaule. Quand j'ai enfin pu respirer assez pour parler, je lui ai tout raconté. L'appel de la mère de Kevin au sujet de la perte du bébé de Rachel, les accusations au sujet des malédictions et du thé empoisonné, les faux messages sur le forum sur mon compte, Kevin croyant que j'avais vraiment fait ça. Le visage de Marina s'est durci quand j'ai mentionné le détective de police.
Elle a sorti son téléphone immédiatement. Tu ne parles à personne sans la présence d'un avocat. Ni à la police, ni à la famille de Kevin, ni à personne. Elle a commencé à faire défiler ses contacts pendant que j'essuyais mon visage avec des mains tremblantes. Je connais quelqu'un qui s'occupe de la défense pénale. Laisse-moi l'appeler maintenant. J'ai regardé Marina passer 3 appels différents, sa voix calme et professionnelle, même si je pouvais voir la colère dans ses yeux. Elle a expliqué la situation à chaque avocat, en leur demandant leur expérience en matière de fausses accusations. Au 3e appel, elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait nous rencontrer demain matin. Une avocate de la défense nommée Evelyn Ryder, qui se spécialisait dans les cas exactement comme le mien. Des personnes accusées à tort de crimes qu'elles n'ont pas commis. Les mots semblaient surréalistes. Défense pénale, fausses accusations, comme si je vivais dans une sorte de drame juridique au lieu de ma vie réelle. Mon bébé a donné un autre coup de pied, plus fort cette fois, et j'ai frotté l'endroit sur mon ventre où son petit pied appuyait contre ma peau. Marina a raccroché et s'est tournée vers moi. Fais ta valise. Tu passes la nuit chez moi. J'ai commencé à protester, mais elle m'a interrompu. Kevin pense que tu as empoisonné le thé de sa sœur. Tu ne peux pas rester ici seul avec lui, pensant ça. Et s'il revenait? Et s'il était plus en colère qu'il ne l'était au téléphone? Elle avait raison. Je suis allé dans la chambre et j'ai jeté des vêtements dans un sac de voyage. Les mains tremblaient toujours si fort que je pouvais à peine fermer la fermeture éclair. J'ai attrapé mon ordinateur portable, aussi. Celui avec les faux messages du forum qui prouveraient soit mon innocence, soit me condamnerait. Nous avons conduit jusqu'à l'appartement de Marina en silence. Elle jetait constamment des coups d'œil vers moi comme si elle avait peur que je ne m'effondre complètement. J'avais probablement l'air sur le point de le faire. Mon visage était gonflé à cause des pleurs. Mes yeux brûlaient et mon estomac faisait des bonds qui n'avaient rien à voir avec la grossesse. Chez elle, Marina m'a fait une tisane et m'a forcé à la boire. Même si l'ironie du thé me donnait envie de vomir, elle s'est assise en face de moi à sa petite table de cuisine et m'a fait tout raconter à nouveau, en prenant des notes cette fois. Chaque détail sur ma relation avec Rachel, chaque commentaire cruel au cours de la dernière année, les 6 mois sans contact depuis que Kevin a finalement entendu la vérité. Elle a noté les dates et les heures, construisant une chronologie de la dernière fois que j'avais vu Rachel, de l'endroit où j'avais été au cours des dernières semaines. Ton téléphone aura des données de localisation, a dit Marina, écrivant toujours. Les cartes de crédit montreront où tu as fait tes achats. Si tu n'étais pas chez Rachel, nous pouvons le prouver. Mais qu'en est-il des messages du forum? Qu'en est-il du thé qui a été testé positif à la menthe Pouliot? Quoi que ce soit, quelqu'un avait physiquement apporté du thé chez Rachel. Quelqu'un qui avait l'air suffisamment enceinte pour que la voisine pense que c'était moi. J'ai à peine dormi cette nuit-là sur le canapé de Marina. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Rachel quand elle a annoncé sa grossesse à fête de l'Action de grâce, me regardant droit dans les yeux tout en espérant que son bébé serait le premier petit enfant qui survivrait. J'ai vu l'expression de Kevin quand il est entré et m'a trouvé en train de pleurer chez Rachel il y a 8 mois. J'ai entendu sa voix au téléphone aujourd'hui, froide comme de la glace, me demandant ce que j'avais fait. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le forum était toujours là, mon compte montrant toujours ses horribles recherches. J'ai essayé de comprendre comment voir d'où venaient les messages, sur quel ordinateur ils avaient été écrits, mais je n'en savais pas assez sur la technologie. C'est ce que l'avocate devrait comprendre. C'est ce qui prouverait que je n'ai pas fait ça. Le lendemain matin, Marina m'a conduite au centre-ville au bureau d'Evelyn Ryder. Le bâtiment était haut et en verre, le genre d'endroit qui coûte probablement des centaines de dollars de l'heure. J'ai commencé à paniquer au sujet de l'argent, mais Marina m'a serré la main. Ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant. Concentre-toi juste sur le fait de tout lui raconter. Le bureau d'Evelyn était au 12e étage, décoré dans des tons de bleu et de gris apaisants qui aidaient probablement les clients anxieux à se sentir mieux. Elle s'est levée quand nous sommes entrés. Une femme d'une 50aine d'années avec des yeux perçants et des cheveux grisonnants tirés en un chignon soigné. Elle nous a serré les mains et nous a fait signe de nous asseoir dans les fauteuils en cuir en face de son bureau. Je lui ai raconté toute l'histoire à nouveau, ma voix plus assurée cette fois. Evelyn a pris des notes sur un bloc-notes jaune, posant des questions précises sur les dates et les heures. Elle voulait savoir exactement quand j'avais vu Rachel pour la dernière fois, exactement ce que le détective avait dit au téléphone, exactement ce que la mère de Kevin m'avait dit à propos des captures d'écran.
Quand je suis arrivé à la partie sur la Montpullier, le stylo d'Evelyne s'est arrêté sur le papier. Vous n'avez jamais acheté cette herbe? Vous n'avez jamais fait de recherche à ce sujet? J'ai secoué la tête avec force. Je ne sais même pas ce que c'est. Le détective a dit que cela provoquait des fausses couches, mais je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Hier, Evelyne a pris une note. La Montpullier est extrêmement dangereuse pour les femmes enceintes. Elle peut provoquer de graves complications, voire la mort. Si Rachel en a consommé, c'est très préoccupant. Mais voici ma question. Comment auriez-vous pu vous en procurer si vous n'avez jamais fait de recherche à ce sujet? Comment auriez-vous su l'utiliser? Je n'y avais pas pensé. Si je n'avais jamais entendu parler de la Montpullier avant hier, comment aurais-je su l'acheter et l'apporter à Rachel? La logique n'avait pas de sens. Evelyne a vu la réalisation sur mon visage et a hoché la tête. C'est la première faille dans leur dossier. La seconde est le témoin qui est censé vous avoir vu chez Rachel. Le témoignage d'un témoin oculaire est notoirement peu fiable, surtout si le témoin ne vous connaissait pas assez bien pour être tout à fait certain de l'identification. Elle a tourné une nouvelle page de son bloc-notes. Les messages du forum sont plus préoccupants parce qu'ils montrent votre nom d'utilisateur et votre email. Nous devons déterminer si votre compte a été compromis, si quelqu'un a accédé à vos informations de connexion. C'est là qu'intervient la criminalistique numérique. Marina s'est penchée en avant. Pouvez-vous l'aider? Pouvez-vous prouver qu'elle n'a pas fait ça? L'expression d'Evelyne était sérieuse, mais pas méchante. Je peux construire une défense. Je peux enquêter sur les preuves et trouver les failles dans le dossier de l'accusation, mais j'ai besoin que vous soyez tout à fait honnête avec moi surtout. S'il y a quelque chose que vous ne me dites pas, quoi que ce soit, j'ai besoin de le savoir maintenant. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas été près de Rachel depuis 6 mois. Je n'ai pas écrit ces messages sur le forum. Je ne lui ai apporté aucun thé. Quelqu'un me tend un piège, et je pense que c'est Rachel elle-même. Evelyne a étudié mon visage pendant un long moment, puis a hoché la tête. Très bien, voici ce que nous allons faire. Evelyne a agi rapidement. Dans l'heure qui a suivi notre réunion, elle avait déjà déposé des documents auprès du service de police bloquant toute tentative d'interrogatoire jusqu'à ce qu'elle soit présente en tant que représentante légale. Elle a expliqué que le détective Jason ne pouvait pas me forcer à venir au poste pour être interrogé, que j'avais le droit de garder le silence et le droit d'avoir un avocat présent lors de toute discussion. Elle a demandé des copies de toutes les preuves que la police avait recueillies, y compris les captures d'écran des messages du forum, les résultats des tests de laboratoire du thé et toutes les déclarations des témoins. Elle voulait mes relevés téléphoniques, mes relevés de cartes de crédit et les images des caméras de sécurité de mon quartier pour établir une chronologie de mes déplacements. Nous allons prouver que vous n'étiez pas chez Rachel, a dit Evelyne, en prenant des notes sur une liste de contrôle. Nous allons montrer que votre compte a été compromis et que ces messages du forum ne proviennent pas de vos appareils. Et nous allons découvrir d'où vient vraiment ce thé. La regarder travailler me donnait l'impression que je pourrais peut-être survivre à ça. Elle était calme et professionnelle, traitant mon cauchemar comme un puzzle qu'elle savait résoudre. Elle m'a tendu sa carte de visite avec son numéro de téléphone portable écrit au verso. Appelez-moi immédiatement si quelqu'un essaie de vous contacter au sujet de cette affaire. La police, les procureurs, la famille de Rachel, n'importe qui. Ne leur parlez pas sans ma présence. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Et si Kevin appelle? Et s'il veut parler? L'expression d'Evelyne s'est adoucie légèrement. C'est votre décision. C'est votre mari, mais je vous recommanderais de garder les conversations brèves et de ne pas discuter des détails de l'affaire. Tout ce que vous lui dites pourrait potentiellement être utilisé comme preuve. La pensée que mon propre mari pourrait utiliser mes mots contre moi me donnait des hauts le cœur. Marina m'a ramené à son appartement. Toutes les deux silencieuses dans la voiture. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des journalistes ou des membres de la famille de Kevin. Je les ai tous ignorés. De retour à l'appartement, j'ai essayé de manger le sandwich que Marina m'avait préparé, mais je n'ai réussi à manger que quelques bouchées. Ma fille bougeait constamment maintenant, comme si elle pouvait sentir mon stress. J'ai frotté mon ventre et j'ai murmuré que tout irait bien, même si je n'étais pas sûr de le croire. Kevin s'est présenté à l'appartement de Marina ce soir-là. J'ai entendu sa voix dans le couloir, exigeant de me parler. Marina a ouvert la porte, mais ne l'a pas laissé entrer.
Elle a un avocat maintenant. Vous devriez parler à l'avocat. La voix de Kevin s'est élevée. C'est ma femme. J'ai le droit de parler à ma propre femme. À travers la porte, je pouvais voir son visage. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Une partie de moi voulait courir vers lui pour lui faire comprendre que je n'avais pas fait ça, mais la plus grande partie se souvenait de sa voix au téléphone hier, froide et accusatrice. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Marina s'est écartée à contre-cœur. Les yeux de Kevin ont trouvé les miens. Est-ce vrai? Tu as engagé Evelyn Ryder? J'ai hoché la tête. J'ai besoin d'un avocat. La police pense que j'ai tué le bébé de Rachel. Son visage s'est tordu. L'as-tu fait? La question m'a frappé comme un coup physique. Après 3 ans de mariage, après tout ce que nous avions traversé ensemble, il avait vraiment besoin de demander. Non, je ne suis jamais allé chez Rachel. Je n'ai pas écrit ces messages sur le forum. Je ne lui ai apporté aucun thé. Quelqu'un m'a tendu un piège et je pense que c'est Rachel elle-même. Kevin a secoué la tête. Rachel vient de perdre son bébé. Elle est dévastée. Pourquoi te piégerait-elle? J'ai senti des larmes brûler derrière mes yeux mais j'ai refusé de les laisser tomber. Parce qu'elle essaie de me blesser depuis plus d'1 an, parce qu'elle a du ressentiment parce que tu m'as choisi, parce qu'elle voulait que je perde mon bébé aussi. Et quand ça n'est pas arrivé, elle a trouvé une autre façon de me détruire. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Tu as l'air paranoïaque. Tu as l'air exactement comme Rachel a dit que tu serais. C'est là que j'ai compris. Rachel l'avait préparé à ça, probablement pendant des semaines, en lui disant que j'étais paranoïaque, instable, jalouse, en mettant en place le récit pour que, quand elle ferait ses accusations, il la croirait au lieu de moi. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Kevin a fait un pas en avant, mais j'ai levé la main. Sors. Ne reviens pas tant que tu ne peux pas me regarder sans te demander si je suis une meurtrière. J'ai vu le doute vaciller dans ses yeux, je l'ai vu vouloir me croire, mais ce n'était pas suffisant. Le doute était toujours là, empoisonnant tout entre nous. Il est parti sans dire un mot. Marina a fermé la porte et l'a verrouillée, puis m'a entouré de ses bras pendant que je me laissais enfin complètement m'effondrer. 2 jours plus tard, Evelyn a appelé avec une mise à jour. Le détective Jason avait demandé un entretien volontaire avec moi, ce qu'elle avait refusé. Je lui ai dit que nous devions d'abord voir toutes les preuves. Je ne vous laisserai pas entrer dans un interrogatoire sans savoir exactement ce qu'ils ont. Elle avait reçu certains des documents demandés. Mes relevés téléphoniques ont montré que j'étais à la maison et à des rendez-vous chez le médecin pendant le moment où le témoin prétendait m'avoir vu chez Rachel. Mes relevés de carte de crédit n'ont montré aucun achat d'herbe ou de thé. Les relevés téléphoniques aident, a dit Evelyn. Mais ils ne sont pas concluants parce que vous auriez pu conduire là-bas sans utiliser votre téléphone. Nous avons besoin des images des caméras de sécurité de votre quartier pour montrer que votre voiture n'a jamais quitté les lieux. Elle avait également reçu les captures d'écran des messages du forum. Je les envoie à un expert en criminalistique numérique avec qui je travaille, Jason Hansen. Il va examiner vos appareils et voir s'il peut retrouver d'où viennent réellement ces messages. La mention de l'examen de mes appareils m'a rendu nerveuse même si je n'avais rien à cacher. Et s'il trouvait quelque chose que je ne savais pas être là? Et si Rachel avait planté d'autres preuves d'une manière ou d'une autre? Evelyn a dû entendre la peur dans mon silence. Jason est de notre côté. Il cherche des preuves que votre compte a été compromis, pas qu'il essaie de monter un dossier contre vous. Faites confiance au processus. Elle a fait une pause. Il y a autre chose. Le détective Jason a mentionné que le témoin de Rachel est une voisine qui a vu une femme enceinte à la porte de Rachel. La voisine vous a identifié à partir d'une photo que Rachel lui a montrée, mais elle admet qu'elle n'a pas vu le visage de la femme clairement. C'est la partie la plus faible de leur dossier. Une femme enceinte. Pas nécessairement moi, juste quelqu'un qui était enceinte. Rachel aurait pu engager quelqu'un. J'ai dit, quelqu'un qui avait l'air enceinte ou qui l'était réellement. Elle aurait pu les payer pour livrer le thé et ensuite dire à sa voisine que c'était moi. Evelyn a pris une note. C'est une bonne théorie. Nous devons découvrir qui est ce témoin et exactement ce qu'elle a vu par rapport à ce que Rachel lui a dit qu'elle avait vu. Après la fin de l'appel, je me suis assise sur le canapé de Marina me sentant légèrement moins désespérée qu'avant. Le dossier contre moi avait des trous, de gros trous.
Je devais juste le prouver avant que la police ne décide de m'arrêter. Jason Hansen est venu à l'appartement de Marina 3 jours après que j'ai engagé Evelyn. Il était plus jeune que je ne le pensais, peut-être 30 ans, avec des cheveux en désordre et des lunettes. Il a installé son équipement sur la table à manger, connectant mon ordinateur portable et mon téléphone à divers câbles et appareils. Je vais créer une image de vos disques, a-t-il expliqué. Cela signifie que je fais une copie complète de tout ce qui se trouve sur vos appareils afin de pouvoir les analyser sans rien changer. Cela préserve les preuves au cas où nous en aurions besoin pour le tribunal. Tribunal ? Le mot a fait trembler mes mains. Jason a travaillé pendant des heures en tapant des commandes que je ne comprenais pas, en affichant des écrans remplis de code. Marina lui a apporté du café et des collations pendant que je faisais les 100 pas dans le petit appartement, trop anxieuse pour rester assise. Finalement, Jason s'est adossé et a enlevé ses lunettes pour les nettoyer. Bon, voici ce que j'ai trouvé. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Il n'y a aucune trace de ces messages sur le forum sur votre ordinateur portable ou votre téléphone. Pas d'historique de navigation montrant que vous avez visité ces pages. Pas de cookies ni de données en cache. Rien. Je me suis senti étourdi de soulagement. Donc, je ne les ai pas écrits. Jason a secoué la tête. Vous ne les avez pas écrits à partir de ces appareils, mais les messages existent. Donc, quelqu'un les a écrits depuis quelque part. Les captures d'écran fournies par Rachel montrent votre nom d'utilisateur et votre adresse email, ce qui signifie que quelqu'un a soit piraté votre compte, soit connaissait vos identifiants de connexion. Il a affiché un écran sur son ordinateur portable. La bonne nouvelle, c'est que les messages de forum comme ceux-ci laissent des empreintes numériques. Le forum conserve des journaux des adresses IP, les identificateurs uniques qui indiquent quel ordinateur a été utilisé pour accéder au site. J'ai demandé ces journaux à l'administrateur du forum. Evelyn m'avait averti que cela pourrait prendre du temps, que les administrateurs de forum ne répondaient pas toujours rapidement aux demandes légales. Mais Jason a souri. Je connais le type qui dirige ce forum particulier. Nous sommes allés à l'université ensemble. Il m'envoie les journaux d'accès ce soir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi à nouveau. Toutes les heures, j'ai vérifié mon téléphone pour voir si Jason avait envoyé une mise à jour. Finalement, à 2 heures du matin, un email est arrivé. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. L'adresse IP remontait à un ordinateur de bibliothèque publique à 3 pâtés de maison de la maison de Rachel. Jason avait les dates et heures exactes auxquelles les messages du forum ont été créés, et il avait déjà contacté la bibliothèque pour obtenir les images de leurs caméras de sécurité. Les bibliothèques conservent des images de sécurité assez bonnes en raison des problèmes de vol, a expliqué Jason au téléphone le lendemain matin. Si quelqu'un a utilisé cet ordinateur à ces dates et heures spécifiques, nous pourrons voir qui c'était. 2 jours plus tard, les images sont arrivées. Jason m'a appelé au bureau d'Evelyn pour les regarder ensemble. Mes mains tremblaient alors que nous nous réunissions autour de l'ordinateur portable d'Evelyn. Jason a affiché le premier fichier vidéo datant d'il y a 3 semaines. L'horodatage indiquait 14 heures. L'angle de la caméra montrait une rangée d'ordinateurs publics près des fenêtres avant de la bibliothèque. Une femme s'est assise à l'ordinateur numéro 7, celui qui correspondait à l'adresse IP. Jason a zoomé sur son visage. C'était Rachel. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. La voilà, très enceinte, en train de taper sur l'ordinateur de la bibliothèque. Jason a avancé rapidement dans les images, montrant qu'elle avait passé 40 minutes à cet ordinateur avant de partir. Il a affiché le deuxième fichier vidéo, datant d'il y a 2 semaines. Même ordinateur, même femme. Rachel à nouveau, cette fois passant 1 heure à taper. Le troisième fichier la montrait 5 jours avant la mort de son bébé. Elle m'a piégé, ai-je murmuré. Elle s'est littéralement assise à un ordinateur de bibliothèque publique et a écrit de faux messages sur le forum sur mon compte pour faire croire que je faisais des recherches sur la façon de tuer son bébé. Evelyn était déjà au téléphone en train d'appeler le détective Jason. Nous avons des preuves qui exonèrent ma cliente et impliquent Rachel Emsenil dans la fabrication de preuves. Je vous envoie les fichiers vidéo maintenant. J'ai regardé Jason envoyer les fichiers au détective pendant qu'Evelyn expliquait ce qu'il montrait. Rachel utilisant un ordinateur public pour créer de faux messages sur le forum. Rachel me tendant un piège. Rachel détruisant sa propre affaire en se faisant prendre par une caméra. Quand Evelyn a raccroché, elle m'a regardé avec quelque chose comme de la satisfaction.
Jason dit que l'affaire contre vous s'effondre. Mais maintenant, il est très préoccupé par l'état mental de Rachel et d'où vient réellement ce thé. Parce que si Rachel m'a piégé avec les messages du forum, peut-être qu'elle a aussi menti au sujet du thé. Peut-être qu'elle l'avait acheté elle-même, planté dans sa propre cuisine et dit à la police que je l'avais apporté. Peut-être qu'elle avait tout fait ça à elle-même et à son bébé juste pour me détruire. J'ai passé les 2 jours suivants à attendre qu'Evelyn appelle avec des mises à jour sur le témoin. Mon téléphone est resté constamment dans ma main, vérifiant les messages toutes les quelques minutes. Marina a apporté des provisions et m'a fait manger de la soupe, même si je n'avais pas d'appétit. Mon bébé a donné des coups de pied et a roulé à l'intérieur de moi, complètement inconscient que sa mère pourrait être arrêtée. Le stress faisait trembler mes mains chaque fois que j'essayais de tenir quelque chose. Je ne pouvais pas dormir plus d'1 heure à la fois avant de me réveiller en panique. Quand Evelyn a finalement appelé, j'ai répondu avant que la première sonnerie ne se termine. Elle m'a dit de venir à son bureau cet après-midi parce qu'elle avait retrouvé le témoin de Rachel. La femme s'appelait Ariel Watts et elle habitait à 3 maisons de Rachel. Ariel avait fait une déclaration au détective Jason disant qu'elle m'avait vu à la porte d'entrée de Rachel mardi après-midi dernier portant un sac cadeau. Mais quand Evelyn l'a interrogée plus attentivement, Ariel a admis qu'elle n'avait vu qu'une femme enceinte de dos, elle n'a jamais réellement vu le visage de la femme clairement. Rachel lui avait montré ma photo par la suite et lui avait demandé si c'était celle qu'elle avait vue, et Ariel avait accepté parce que Rachel semblait si certaine. J'ai conduit jusqu'au bureau d'Evelyn avec Marina parce que je ne pouvais pas me faire confiance seul au volant. Ma tension artérielle me donnait l'impression de marteler à travers mon crâne. Chaque feu rouge me donnait envie de crier parce que nous avancions trop lentement. Quand nous sommes finalement arrivés, Evelyn avait la nouvelle déclaration d'Ariel imprimée et prête. Ariel disait maintenant qu'elle ne pouvait pas identifier positivement qui elle avait vu. La femme avait des cheveux foncés comme les miens, était enceinte comme moi. Mais Ariel a réalisé qu'elle avait laissé Rachel la pousser à faire une fausse identification. Elle se sentait terrible à ce sujet et voulait corriger son erreur avant qu'une personne innocente ne soit accusée d'un crime. Evelyn a envoyé la nouvelle déclaration au détective Jason immédiatement. Elle m'a dit que c'était énorme parce que cela détruisait complètement la chronologie de Rachel. Sans témoin me plaçant chez Rachel, toute l'histoire du thé s'effondrait. Le détective devrait se demander comment Rachel avait même obtenu le thé si je ne le lui avais jamais apporté. Peut-être que Rachel l'avait acheté elle-même. Peut-être qu'elle avait planifié tout ça depuis le début. Le même après-midi, Evelyn a reçu un appel d'une personne inattendue. Le mari de Rachel, Vikram, voulait parler en privé du comportement de sa femme. Il avait trouvé des choses inquiétantes dans leur maison et avait besoin de les montrer à quelqu'un. Evelyn m'a demandé si je voulais être présente quand il entrerait et j'ai dit oui immédiatement. J'avais besoin d'entendre tout ce qu'il avait à dire. Nous avons attendu dans sa salle de conférence pendant 30 minutes jusqu'à ce que Vikram arrive avec l'air épuisé et effrayé. Il portait une boîte en carton qu'il a posée sur la table avec des mains tremblantes. Vikram a ouvert la boîte et a sorti un cahier noir. Il a dit qu'il l'avait trouvé caché dans la salle de bricolage de Rachel derrière des boîtes de fil. C'était son journal, et il avait tout lu la nuit dernière. Sa voix s'est brisée quand il nous a dit ce qu'il y avait dedans. Rachel écrivait sur moi depuis des mois, remplissant des pages de fantasmes sur la mort de mon bébé. Elle avait écrit des scénarios détaillés sur le fait que je ferais une autre fausse couche, sur le fait que mon bébé serait mort-né, sur des complications pendant l'accouchement qui tueraient le bébé ou me tueraient. Elle avait écrit que je ne méritais pas d'être mère après la facilité avec laquelle j'étais tombée enceinte alors qu'elle avait souffert de années de traitement de fertilité et de fausses couches. Evelyn a pris le journal et a commencé à le lire pendant que Vikram expliquait davantage. Rachel était obsédée par ma grossesse depuis le jour où nous l'avions annoncée. Elle avait créé un faux compte de médias sociaux pour regarder mes messages sans que je le sache. Elle était passée devant notre maison plusieurs fois juste pour voir si elle pouvait m'apercevoir à travers les fenêtres. Elle avait posé des questions à des amis communs sur ma date d'accouchement et les noms que nous avions choisis. Vikram avait remarqué son comportement étrange, mais pensait que ce n'était que du chagrin à cause de la perte de son propre bébé. Il avait essayé de la faire consulter un thérapeute, mais elle avait refusé et avait dit qu'elle allait bien. Le journal montrait que Rachel prévoyait de me piéger depuis des mois. Elle avait fait des recherches sur les herbes qui provoquent des fausses couches et avait noté des informations sur la menthe Pulio, le Simicifuga rasmosa et d'autres plantes dangereuses. Elle avait créé de faux comptes en ligne en utilisant des variations de mon adresse email. Elle s'était entraînée à écrire des messages de forum qui donneraient l'impression que je les avais écrits. Tout le piège avait été soigneusement planifié,
pas quelque chose qu'elle avait fait impulsivement après avoir perdu son bébé. Vikram a sorti d'autres preuves de la boîte. Il y avait des captures d'écran imprimées de forums de perte de grossesse avec mon supposé nom d'utilisateur. Il y avait des notes manuscrites sur la façon de rendre les accusations crédibles. Et puis il a sorti un reçu qui a fait chuter mon estomac. Il provenait d'un site web de suppléments à base de plantes datées de 3 semaines avant la mortinaissance de Rachel. Elle avait commandé de l'amande Pouliot elle-même. Le reçu indiquait son nom, sa carte de crédit, son adresse personnelle. Elle avait acheté exactement le thé qu'elle avait dit à la police que je lui avais apporté. Evelyne a pris des photos de tout avec son téléphone tout en posant des questions à Vikram. Il a expliqué qu'il avait trouvé le reçu caché dans les fournitures de bricolage de Rachel hier en cherchant autre chose. Quand il avait confronté Rachel à ce sujet à l'hôpital, elle avait commencé à crier que je l'avais plantée là d'une manière ou d'une autre. Elle avait dit que j'essayais maintenant de la piéger, que j'étais diabolique et dangereuse. Les infirmières avaient dû la calmer parce qu'elle était devenue si bouleversée. Vikram a réalisé alors que sa femme avait une sorte de crise de nerfs et que tout ce qu'elle avait dit sur moi était un mensonge. J'étais assise là à regarder les preuves étalées sur la table de conférence et j'avais l'impression que je ne pouvais pas bien respirer. Rachel avait passé des mois à planifier de détruire ma vie. Elle avait acheté le thé elle-même, l'avait planté dans sa propre cuisine et avait dit à la police que je l'avais apporté. Elle avait créé de faux messages sur le forum pour me faire paraître coupable. Elle avait fait pression sur sa voisine pour qu'elle fasse une fausse identification. Toute l'accusation était une guerre psychologique préméditée conçue pour me faire arrêter pour avoir tué son bébé. Evelyne a appelé le détective Jason et lui a dit de venir à son bureau immédiatement. Quand il est arrivé 1 heure plus tard, elle lui a présenté les preuves de Vikram et la déclaration corrigée d'Ariel. Le détective a tout examiné attentivement. Pendant que nous attendions tous en silence, il a examiné les pages du journal montrant les fantasmes de Rachel sur la mort de mon bébé. Il a étudié le reçu prouvant que Rachel avait acheté l'amande Pouliot elle-même. Il a lu les notes montrant qu'elle avait planifié le piège pendant des mois. Le détective Jason a fermé son cahier et m'a regardé directement. Il a dit que l'enquête sur moi était officiellement close. Il n'y avait aucune preuve que j'avais fait quoi que ce soit pour provoquer la mortinaissance de Rachel parce que Rachel avait fabriqué toutes les preuves elle-même. Cependant, il était maintenant très préoccupé par l'état mental de Rachel et par le fait de savoir si elle pourrait être un danger pour elle-même ou pour les autres. Il allait ouvrir une enquête de contrôle de bien-être et travailler avec l'équipe psychiatrique de l'hôpital pour l'évaluer. Evelyne a demandé ce qu'il adviendrait de Rachel, et le détective a expliqué qu'elle serait probablement placée en détention psychiatrique involontaire. Les preuves ont montré qu'elle souffrait d'une grave maladie mentale qui l'avait amenée à faire de fausses accusations criminelles contre un membre de sa famille. Elle avait besoin d'une aide professionnelle immédiate, pas de poursuite pénale. Vikram a commencé à pleurer quand il a entendu ça, disant qu'il avait été terrifié par sa femme pendant des semaines, mais qu'il ne savait pas quoi faire. Il aimait Rachel, mais il ne pouvait pas la laisser détruire la vie d'une personne innocente. Kevin a appelé mon téléphone alors que nous étions encore dans le bureau d'Evelyne. Je ne voulais pas répondre, mais Evelyne a fait signe que je devais le faire. Kevin a demandé où j'étais, et je lui ai dit que j'étais avec mon avocat en train d'examiner de nouvelles preuves. Il a demandé quelles preuves, et j'ai dit qu'il devait venir au bureau d'Evelyne tout de suite s'il voulait connaître la vérité sur sa sœur. Il est arrivé 20 minutes plus tard avec l'air défensif et en colère. Evelyne a remis le journal à Kevin sans rien dire. Il a commencé à lire les pages en se tenant au milieu de la salle de conférence. J'ai regardé son visage changer au fur et à mesure qu'il lisait les fantasmes détaillés de Rachel sur la mort de mon bébé. Ses mains ont commencé à trembler quand il est arrivé aux pages où Rachel avait planifié le piège étape par étape. Il a lu comment elle avait créé de faux messages sur le forum, comment elle avait acheté l'amande Pouliot elle-même, comment elle avait fait pression sur Ariel pour qu'elle fasse une fausse identification. Quand il a fini de lire, il s'est assis lourdement sur une chaise et a mis sa tête entre ses mains. Kevin a levé les yeux vers Vikram et a demandé si c'était vraiment l'écriture de Rachel. Vikram a hoché la tête et a dit qu'il avait regardé Rachel écrire dans ce journal des dizaines de fois. Kevin a demandé si le reçu était réel, et Vikram lui a montré le relevé de carte de crédit, prouvant l'achat. Le visage de Kevin est devenu complètement blanc quand il a réalisé que sa sœur avait essayé de me piéger pour avoir tué son bébé. Il avait cru à ses mensonges si facilement, m'avait accusé au téléphone sans même écouter mon point de vue. Il avait choisi sa sœur plutôt que sa femme alors qu'elle avait le plus besoin de lui. Evelyne a montré à Kevin les images de sécurité de la bibliothèque où Rachel créait les faux messages sur le forum.
Elle lui a montré la déclaration corrigée d'Ariel, admettant qu'elle n'avait jamais réellement vu mon visage. Elle l'a fait passer en revue chaque élément de preuve, prouvant que le piège était prémédité et élaboré. Kevin a commencé à pleurer, et je n'ai rien ressenti en le regardant s'effondrer. Ses excuses ne signifiaient rien en ce moment parce que le mal était déjà fait. Il avait douté de moi complètement quand je lui avais dit qu'on me tendait un piège. Il m'avait raccroché au nez quand je l'avais supplié de croire en mon innocence. Le détective Jason a dit à Kevin que Rachel serait internée involontairement pour une évaluation psychiatrique. Elle avait menacé de se blesser quand elle avait été confrontée aux preuves contre elle, et le personnel de l'hôpital avait déterminé qu'elle était un danger pour elle-même. Vikram demandait une séparation temporaire pour se protéger pendant que Rachel recevait un traitement. La famille devrait décider comment gérer ses soins de longue durée une fois que les médecins auraient terminé leur évaluation. Kevin a hoché la tête, mais n'a rien dit, tenant toujours le journal de sa sœur comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait lu. J'ai quitté le bureau d'Evelyn avec Marina et je suis allé directement au cabinet de mon obstétricien pour un rendez-vous d'urgence. Le docteur Dove m'a jeté un coup d'œil et m'a immédiatement emmené dans une salle d'examen. Elle a vérifié ma tension artérielle, et son visage est devenu sérieux quand elle a vu les chiffres. Elle était dangereusement élevée, beaucoup plus élevée qu'elle ne devrait l'être à 8 mois de grossesse. Elle a posé des questions sur mon niveau de stress, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé au cours de la semaine dernière. Les fausses accusations, l'enquête policière, mon mari croyant que j'avais empoisonné sa sœur. Le docteur Dove m'a mise au repos au lit modifié la même dans son bureau. Elle a dit que ce niveau de stress et d'anxiété pouvait déclencher un travail prématuré ou causer d'autres complications graves. Ma tension artérielle devait baisser immédiatement, sinon elle devrait m'admettre à l'hôpital pour une surveillance. Elle a prescrit des médicaments et m'a dit que je ne pouvais pas retourner au travail ou faire quoi que ce soit de pénible. Je devais me reposer autant que possible et éviter tout stress supplémentaire. L'ironie n'a échappé à aucune de nous que la fausse accusation de Rachel pourrait en fait nuire à mon bébé après tout, mais pas de la manière dont elle l'avait prévu. Marina m'a ramené à la maison et m'a aidé à m'installer sur le canapé avec des oreillers et des couvertures. Elle m'a apporté de l'eau et m'a fait promettre d'appeler si je ressentais des contractions ou des symptômes inhabituels. Kevin a essayé d'entrer quand il a vu la voiture de Marina dans l'allée, mais elle a bloqué la porte et lui a dit que j'avais besoin d'espace en ce moment. Il pourrait me voir quand je serais prête, pas avant. Je l'ai entendu se disputer avec elle à travers la porte, disant qu'il était mon mari et avait le droit de me voir. Marina lui a dit qu'il avait perdu ce droit quand il m'avait accusé de meurtre au téléphone. J'ai passé le reste de la journée allongé sur le canapé à essayer de me calmer suffisamment pour que ma tension artérielle baisse. Mon bébé a donné des coups de pied constamment, et j'ai gardé mes mains sur mon ventre en lui parlant. Je lui ai dit que tout irait bien maintenant, que la mauvaise femme ne pouvait plus nous faire de mal. Mais je continuais à avoir des crises de panique en pensant à quel point j'avais failli être arrêté. Si Jason n'avait pas trouvé ces images de bibliothèque, si Ariel n'avait pas corrigé sa déclaration, si Vikram n'avait pas trouvé ce journal, je serais peut-être assise en prison en ce moment en attendant le procès. Rachel avait presque réussi à détruire toute ma vie. Les jours suivants ont été un flou d'appels téléphoniques et de paperasse. Evelyn a programmé une réunion avec le procureur de district pour s'assurer que ce cauchemar était vraiment terminé. Elle m'a dit de venir à son bureau d'abord afin que nous puissions tout revoir avant de rencontrer le procureur. J'ai pris un Uber parce que Marina devait travailler et Kevin gardait toujours ses distances. L'immeuble de bureau du centre-ville était froid et officiel. Rien à voir avec le cabinet d'avocat confortable que j'avais imaginé. Evelyn m'a rencontré dans le hall et m'a fait monter au 5e étage. Ses talons ont cliqué sur le sol carrelé, et j'ai essayé d'imiter sa démarche confiante, mais mes chevilles enflées rendaient difficile de suivre le rythme. Le bureau du procureur de district était tout en bois sombre et en fauteuil en cuir. Le procureur lui-même était un homme mince dans la cinquantaine avec des cheveux gris et des yeux fatigués. Il m'a serré la main et m'a fait signe de m'asseoir. Evelyn a fait le plus gros du travail au début, exposant toutes les preuves qui prouvaient que Rachel avait tout fabriqué. Les images de bibliothèque, les traces d'adresse IP, le journal que Vikram avait trouvé. Le procureur a écouté attentivement, prenant des notes sur un bloc-notes juridique jaune. Quand Evelyn a eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et s'est frotté les tempes. Il nous a dit que l'affaire contre moi était complètement sans fondement, et qu'aucune accusation ne serait portée. Un soulagement m'a envahi si vite que je me suis senti étourdi, mais il a continué à parler. Il a expliqué que la maladie mentale de Rachel rendait très compliqué de poursuivre des accusations criminelles contre elle pour la fausse accusation.
Elle était actuellement en soins psychiatriques, et toute poursuite serait probablement retardée de mois, voire d'années, pendant qu'elle suivait un traitement. Même s'il l'accusait éventuellement, un jury serait probablement compatissant compte tenu de sa mortinescence et de sa crise de nerfs évidente. La justice était glissante, comme quelque chose que je pouvais voir mais que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Evelyne a posé des questions sur une poursuite civile pour diffamation et détresse émotionnelle. Le procureur a dit que c'était notre droit, mais a averti que ce serait un processus long et coûteux sans garantie de percevoir de l'argent même si nous gagnions. Rachel n'avait pas d'actifs importants, et Vikram divorçait d'elle. J'étais assise là avec un sentiment de frustration et d'être trompée. Rachel avait essayé de détruire toute ma vie, et le meilleur résultat était que rien ne lui arriverait du tout. Elle recevrait un traitement et de la sympathie pendant que je gérais des crises de panique et de la prééclampsie. Le procureur semblait comprendre ma déception. Il m'a dit qu'il était désolé, que le système n'était pas toujours juste, mais au moins j'étais complètement blanchi. Petit réconfort. Nous avons quitté son bureau, et Evelyne m'a acheté du café au magasin en bas. Elle m'a rappelé que rester hors de prison et assurer la sécurité de mon bébé était la vraie victoire ici. Tout le reste n'était que des détails. Je savais qu'elle avait raison, mais ça semblait toujours faux. Cet après-midi-là, le père de Kevin s'est présenté à l'hôpital où j'étais toujours surveillé pour ma tension artérielle. Je ne m'attendais pas à le voir. Il a frappé doucement sur le cadre de la porte et a demandé s'il pouvait entrer. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour le renvoyer. Il a rapproché une chaise de mon lit et s'est assis lourdement. Son visage semblait plus âgé que je ne le pensais, plus de rides autour de ses yeux et de sa bouche. Il a commencé à parler avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Il s'est excusé de ne pas avoir vu comment Rachel m'avait traité toutes ces années. Il a admis que toute la famille avait trouvé des excuses à sa personnalité difficile sans reconnaître qu'elle avait besoin d'une véritable aide en matière de santé mentale. Il l'avait appelée intense et passionnée alors qu'ils auraient dû l'appeler cruelle et instable. Il a dit qu'il avait honte de lui-même de ne pas m'avoir mieux protégé. Sa voix s'est brisée quand il a parlé de la façon dont ils avaient failli me perdre, moi et le bébé, à cause des mensonges de Rachel. Je voulais rester en colère contre lui, mais le regarder pleurer a rendu les choses plus difficiles. Il m'a parlé de Rachel enfant, toujours jalouse de son frère, ayant toujours l'impression qu'elle n'était pas assez bien. Leurs parents avaient été stricts et critiques, surtout avec Rachel. Elle avait commencé à montrer des signes d'anxiété et de dépression au lycée, mais ils avaient rejeté ça comme un drame d'adolescente. Quand elle avait fait sa première fausse couche il y a des années avant de rencontrer Vikram, elle s'était complètement effondrée. Il lui avait fait suivre une thérapie, mais elle avait arrêté après quelques séances, insistant sur le fait qu'elle allait bien. La famille l'avait cru parce que c'était plus facile que de faire face à la vérité. Il a compris que sa reconnaissance n'effaçait pas la trahison. Rien ne pouvait me rendre la tranquillité d'esprit que j'avais perdu ou annuler le traumatisme d'être accusé de meurtre alors que j'étais enceinte. Mais il voulait que je sache qu'il voyait clairement ses erreurs maintenant. Il a promis de faire mieux pour nous soutenir, Kevin et moi, et le bébé, de quelque manière que ce soit. Il a demandé s'il pouvait toujours faire partie de la vie de son petit enfant. Je lui ai dit oui, mais les choses seraient différentes maintenant. Il devrait respecter mes limites et ne plus jamais trouver d'excuses à Rachel. Il a immédiatement accepté, se penchant pour me serrer la main. Après son départ, je me suis senti un peu moins seul, mais la colère était toujours là, pesante dans ma poitrine. Le docteur Dove est venu le lendemain matin lors de sa tournée. Elle a vérifié ma tension artérielle et a froncé les sourcils en regardant les chiffres sur le moniteur. Elle était encore trop élevée malgré les médicaments et le repos au lit. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a expliqué que nous devions parler de l'accouchement. J'étais maintenant à 37 semaines, techniquement à terme, et ma prééclampsie empirait au lieu de s'améliorer. L'option la plus sûre était de déclencher le travail dans les prochains jours. La peur m'a traversé. Je n'étais pas prête. J'étais encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. J'avais encore des cauchemars sur les postes de police et les cellules de prison. Comment pouvais-je mettre un bébé au monde alors que je me sentais aussi brisé? Le docteur Dove a écouté patiemment pendant que j'essayais d'expliquer mes craintes. Elle m'a rappelé doucement que la sécurité de mon bébé devait passer en premier. Si ma tension artérielle continuait d'augmenter, je pourrais avoir une crise ou un accident vasculaire cérébral. Le bébé pourrait aussi être en danger. Elle comprenait que je faisais face à un traumatisme, mais attendre plus longtemps était trop risqué. Kevin était assis tranquillement dans le coin de la pièce. Il est venu et m'a pris la main.
Il m'a dit qu'il serait là pour tout, que je n'avais pas à faire ça seul. J'avais envie de m'éloigner de lui, mais j'avais aussi désespérément besoin de quelqu'un à qui me tenir. Le docteur Dove nous a donné quelques heures pour y réfléchir, mais a clairement indiqué que ce n'était pas vraiment facultatif. Elle a commencé à me donner des médicaments pour préparer mon col de l'utérus et à programmer le déclenchement pour tôt le lendemain matin. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me préparer mentalement au travail tout en essayant de ne pas y penser du tout. Marina est venue ce soir-là avec mon sac d'hôpital et quelques magazines. Elle m'a peint les ongles de pied en bleu parce que je ne pouvais plus les atteindre moi-même. Elle m'a dit que j'étais la personne la plus forte qu'elle connaissait et que j'allais m'en sortir. Je n'étais pas sûr de la croire, mais j'ai apprécié qu'elle le dise. Le travail a commencé juste après 6 heures du matin lorsque le docteur Dove a rompu ma poche des os. Les contractions ont commencé comme une douleur sourde dans le bas du dos et se sont rapidement intensifiées en vagues de douleur qui m'ont coupé le souffle. Kevin est resté juste à côté de mon lit, me tenant la main pendant chaque contraction. Les infirmières entraient et sortaient, vérifiant les moniteurs et ajustant ma perfusion intraveineuse. Ma tension artérielle a grimpé en flèche à chaque contraction, déclenchant des alarmes qui ont fait bouger tout le monde plus rapidement. Les heures ont passé dans un flou de douleur et d'épuisement. J'ai essayé différentes positions, j'ai marché dans la pièce quand je le pouvais, j'ai utilisé un ballon de naissance que l'infirmière a apporté. Rien n'a amélioré la situation. À midi, je n'étais dilaté qu'à 4 cm et complètement épuisé. Le docteur Dove a suggéré une péridurale pour m'aider à me détendre et peut-être faire baisser ma tension artérielle. J'ai accepté immédiatement, trop fatigué pour me soucier de mon plan de naissance. L'anesthésiste est venu et a posé la péridurale pendant que je me suis enroulé vers l'avant sur un oreiller. Kevin a maintenu mon épaule stable et m'a parlé pour me rassurer. Le soulagement a été presque instantané une fois que le médicament a fait effet. Je pouvais encore sentir la pression, mais la douleur aiguë avait disparu. J'ai réussi à dormir un peu entre les contrôles, mais le travail a duré des heures. Ma tension artérielle a continué de grimper dangereusement malgré la péridurale et les médicaments. Les alarmes continuaient de se déclencher. Le docteur Dove semblait plus préoccupé à chaque fois qu'elle me vérifiait. À 20 h ce soir-là, j'étais finalement à 10 cm et prête à pousser. Le docteur Dove s'est positionné au bout du lit avec 2 infirmières. Kevin est resté à ma tête, essuyant mon visage avec un chiffon frais et m'encourageant. Pousser a été la chose physique la plus difficile que j'ai jamais faite. Tout mon corps tremblait avec l'effort. Les moniteurs ont montré ma tension artérielle atteignant des niveaux dangereux. Le docteur Dove m'a dit que nous devions faire sortir le bébé rapidement. J'ai poussé pendant 3 contractions et j'ai senti quelque chose céder. Une poussée de plus, et soudain, il y a un bébé qui pleure. Un vrai bébé vivant, et les infirmières la plaçaient sur ma poitrine. Elle était minuscule et parfaite, couverte de trucs blancs, hurlant à plein poumon. 6 livres de hausse, une petite fille en bonne santé, a annoncé le docteur Dove. J'ai commencé à sangloter, submergé de soulagement, d'amour et de gratitude. Elle était là. Elle était en sécurité. Les accusations de Rachel n'avaient pas gagné. Kevin pleurait aussi, ses larmes coulant sur mon épaule alors qu'il se penchait pour voir notre fille. Il n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'il était désolé d'avoir jamais douté de moi, désolé de ne pas m'avoir mieux protégé. Je ne pouvais pas pleinement comprendre ses paroles à ce moment-là. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le poids chaud de mon bébé sur ma poitrine, ses minuscules doigts recroquevillés contre ma peau. Les infirmières l'ont nettoyé un peu et l'ont aidé à téter. Elle savait exactement quoi faire, cherchant jusqu'à ce qu'elle trouve ce dont elle avait besoin. J'ai dit à Kevin que nous nous occuperions de notre mariage plus tard. Pour l'instant, je voulais juste me concentrer sur notre petite fille. Il a hoché la tête et a embrassé mon front. Pour ce moment précis, tout le reste pouvait attendre. Carole s'est présentée à l'hôpital l'après-midi suivant. Les infirmières m'avaient transféré dans une salle de réveil, et j'étais assise sur mon lit avec le bébé dormant dans mes bras. Carole a frappé doucement et a jeté un coup d'œil, demandant si elle pouvait venir me voir. Je lui ai dit d'entrer. Elle s'est approchée lentement, les yeux fixés sur le bébé. Quand elle s'est approchée suffisamment pour vraiment voir le visage de sa petite fille, elle s'est mise à pleurer. J'ai déplacé le bébé pour que Carole puisse la tenir. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit et a bercé sa petite fille comme si elle était faite de verre. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était belle, à quel point elle était parfaite. Puis elle a levé les yeux vers moi avec des larmes qui coulaient encore sur son visage.
Elle m'a dit qu'elle avait coupé tout contact avec Rachel jusqu'à ce qu'elle ait terminé un traitement psychiatrique sérieux et qu'elle ait fait de réelles excuses. Pas seulement des excuses, mais une compréhension sincère des dommages qu'elle avait causés. Carole a dit que la famille était brisée maintenant, fracturée d'une manière qui ne pourrait peut-être jamais guérir complètement, mais elle choisissait de me protéger, moi et le bébé. Cela devait passer en premier. J'ai apprécié qu'elle le dise, mais je savais aussi que les mots étaient faciles. Les actions au fil du temps montreraient si elle le pensait. Carole est restée environ 1 heure à tenir le bébé et à poser des questions sur l'accouchement. Elle n'a pas mentionné Kevin ni posé de questions sur notre mariage, ce dont je lui étais reconnaissante. Quand elle est partie, elle m'a serré prudemment dans ses bras et a promis de revenir bientôt. Je croyais qu'elle le ferait. Quelques jours plus tard, Evelyne a appelé avec une mise à jour sur l'évaluation psychiatrique de Rachel. Les médecins de l'établissement avaient terminé leur évaluation. Rachel traversait une crise psychotique complète qui avait été déclenchée par sa mortinescence et aggravée par des années de dépression et d'anxiété non traitées. Ils ont trouvé des preuves dans ses antécédents médicaux de luttes antérieures en matière de santé mentale qui n'avaient jamais été correctement traitées. L'évaluation recommandait un traitement hospitalier de longue durée dans un établissement psychiatrique spécialisé, éventuellement pendant plusieurs mois, voire plus longtemps, selon ses progrès. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une thérapie intensive et d'une gestion des médicaments avant de pouvoir retourner en toute sécurité à une vie régulière. Evelyne m'a également dit que Vikram demandait une séparation temporaire. Il avait besoin de se protéger et de se concentrer sur sa propre guérison après tout ce qui s'était passé. Il emmenait leur fils et emménageait chez ses parents pendant un certain temps. J'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions en entendant tout ça. Une partie de moi était heureuse que Rachel reçoive enfin l'aide dont elle avait clairement besoin, mais une autre partie de moi était encore en colère qu'elle m'ait fait vivre l'enfer avant que quiconque ne prenne sa maladie mentale au sérieux. Evelyne m'a rappelé que le traitement de Rachel ne me concernait pas. Il s'agissait de l'empêcher de se blesser ou de blesser qui que ce soit d'autre à l'avenir. Je l'ai compris logiquement, mais émotionnellement, c'était plus difficile à accepter. Evelyne est venue à l'hôpital avant ma sortie pour m'aider à déposer une ordonnance restrictive contre Rachel. Nous étions assises dans ma chambre avec le bébé endormi dans son couffin pendant qu'Evelyne expliquait le processus. L'ordonnance resterait en vigueur indéfiniment, pas seulement pour une période spécifique. Même si Rachel finissait par se rétablir et à terminer le traitement, elle ne serait jamais autorisée à s'approcher de moi ou de ma fille sans la supervision du tribunal. Elle ne pouvait pas me contacter directement, ne pouvait pas venir chez moi, ne pouvait pas se présenter à des endroits où elle savait que je serais. La violation de l'ordonnance entraînerait une arrestation immédiate. J'ai signé tous les papiers pendant que Kevin regardait. La protection juridique m'a aidé à me sentir un peu plus en sécurité, comme s'il y avait au moins une barrière entre Rachel et ma famille, mais les dommages émotionnels étaient toujours là, comme un poids dans ma poitrine. J'avais encore des cauchemars sur le fait d'être arrêté. J'étais encore paniqué quand mon téléphone sonnait avec un numéro inconnu. L'ordonnance restrictive ne pouvait pas réparer ça. 2 semaines après mon retour de l'hôpital, Kevin et moi avons une autre première séance de thérapie de couple. Marina est venue surveiller le bébé pendant que nous y allions. Le bureau du thérapeute était dans un petit bâtiment près du centre-ville, décoré de plantes et d'un éclairage doux. Le thérapeute elle-même était une femme dans la quarantaine avec des cheveux gris courts et une façon directe de parler. Elle n'a pas perdu de temps avec les banalités. Elle nous a demandé à tous les deux pourquoi nous étions là et ce que nous espérions accomplir. Kevin a commencé à expliquer les fausses accusations de sa sœur et comment il avait cru aux mensonges. Le thérapeute l'a arrêté et lui a demandé pourquoi il avait cru Rachel plutôt que moi. Kevin a balbutié, essayant d'expliquer que les preuves avaient semblé convaincantes. Le thérapeute a insisté. Elle voulait savoir pourquoi il avait supposé que j'étais coupable au lieu de supposer qu'il devait y avoir une autre explication. Pourquoi son premier instinct était de douter de sa femme au lieu de la défendre. Kevin n'avait pas de bonne réponse. Le thérapeute s'est tourné vers moi et m'a demandé ce que je ressentais par rapport à la réaction initiale de Kevin. Je lui ai dit honnêtement que je me sentais trahi, qu'après des années à ignorer la cruauté de Rachel envers moi, il avait choisi de croire ses accusations sans même me donner la chance de me défendre. Le thérapeute a hoché la tête et a écrit quelque chose dans ses notes. Elle nous a dit brutalement que reconstruire la confiance après ce genre de trahison demanderait un travail sérieux. Kevin devait examiner pourquoi il avait constamment placé les sentiments de sa sœur au-dessus du bien-être de sa femme pendant des années, pourquoi il avait permis les abus de Rachel en rejetant mes préoccupations comme de la paranoïa ou des hormones.
La séance a duré 1 heure et nous a tous les deux laissés émotionnellement épuisés. Le thérapeute nous a fixé des rendez-vous hebdomadaires et a donné à Kevin des devoirs pour commencer à réfléchir à ses schémas familiaux et à la façon dont ils avaient affecté notre mariage. Dans la voiture sur le chemin du retour, Kevin était silencieux. Je pouvais dire qu'il était en train de digérer tout ce que le thérapeute avait dit. J'étais trop fatigué pour en parler davantage tout de suite. Lors de mon bilan postpartum de 6 semaines, mon médecin habituel m'a orienté vers un psychiatre spécialisé dans la santé mentale postpartum. Le psychiatre m'a diagnostiqué un SSPT postpartum lié à la fois à la fausse accusation et à l'accouchement traumatique. Elle a expliqué que les symptômes que je ressentais, les cauchemars et les crises de panique et l'hypervigilance, étaient toutes des réponses normales à un traumatisme grave. Elle m'a mise sous médication et m'a orienté vers un thérapeute qui pourrait m'aider à digérer tout ce qui s'était passé. Mon nouveau thérapeute m'a aidé à comprendre que la guérison ne serait pas une ligne droite. Certains jours, je me sentirais mieux, et d'autres jours, je me sentirais plus mal, et c'était normal. Elle m'a également dit qu'il était tout à fait normal de ressentir encore de la colère envers Kevin tout en essayant de réparer notre mariage. Ces sentiments ne faisaient pas de moi une mauvaise personne ou ne signifiaient pas que notre mariage était voué à l'échec. Ils ne faisaient que partie du travail de dépassement de la trahison. Certains jours, je pouvais à peine regarder Kevin sans ressentir une vague de colère. D'autres jours, je me sentais reconnaissante qu'il soit là pour aider avec le bébé. Le thérapeute a dit que les deux réactions étaient valables et que je n'avais pas à me précipiter dans le pardon. Marina s'est présentée à ma porte la semaine suivante avec des sacs de nourriture et un regard déterminé sur son visage. Elle avait envoyé un SMS à 3 amis qui m'avaient soutenu à travers tout cela, leur demandant de venir pour ce qu'elle appelait un cercle de guérison. Je ne voulais voir personne, mais elle a insisté sur le fait que l'isolement était exactement ce que voulait le traumatisme. La sonnette a sonné à 14 heures, et soudain mon salon s'est rempli de gens qui n'avaient jamais douté de moi une seconde. Ils ont apporté des fleurs et des biscuits faits maison et de vrais sourires qui n'avaient pas de pitié derrière eux. Ma fille dormait dans son couffin dans le coin, complètement inconsciente que ces gens avaient passé des semaines à défendre le nom de sa mère auprès de quiconque voulait bien écouter. Nous étions assises dans mon salon en train de boire du thé pendant qu'elle partageait des histoires sur la façon de faire taire les commérages au travail et de corriger les membres de la famille qui avaient cru aux accusations. Une amie avait en fait confronté quelqu'un à l'épicerie qui répandait des rumeurs sur moi. Leur loyauté m'a fait l'effet d'une couverture chaude après des mois passés à être exclue par la famille de Kevin. Elles ne m'ont pas demandé de remâcher ce qui s'était passé ou de partager des détails que je n'étais pas prête à discuter. Elles se sont juste assises avec moi, ont ri de blagues stupides et m'ont fait me sentir humaine à nouveau. Lorsqu'ils sont partis 3 heures plus tard, j'ai réalisé que j'avais passé tout l'après-midi sans cette sensation d'oppression dans ma poitrine. Être entouré de personnes qui n'avaient jamais remis en question mon innocence m'a rappelé que le poison de Rachel n'avait pas infecté tout le monde. Ce soir-là, j'ai demandé à Kevin d'emménager dans la chambre d'amis. Il pliait le linge dans notre chambre lorsque je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, que partager un lit avec quelqu'un qui avait cru que j'étais capable de tuer un bébé me semblait impossible pour le moment. Son visage s'est décomposé, mais il n'a pas discuté. Il a simplement hoché la tête et a commencé à ramasser ses oreillers. Je l'ai regardé emporter ses affaires dans le couloir, ressentant à la fois soulagement et tristesse. Le thérapeute nous avait averti que la reconstruction de la confiance après une trahison aussi profonde nécessiterait des étapes inconfortables. Kevin devait comprendre que son doute avait des conséquences, que dire pardon ne suffisait pas à effacer ce qu'il avait fait. Il a installé ses affaires dans la chambre d'amis en silence, puis est revenu embrasser notre fille pour lui souhaiter bonne nuit. Quand il m'a regardé, j'ai vu une compréhension sincère dans ses yeux pour la première fois. Il avait compris maintenant. Il avait choisi sa sœur plutôt que sa femme au moment où c'était le plus important. Et ce choix avait fracturé quelque chose de fondamental entre nous. La séparation physique au sein de notre foyer est devenue un rappel quotidien que la confiance, une fois brisée, nécessitait plus que des mots pour être réparée. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée de l'établissement psychiatrique où Rachel était soignée. L'enveloppe portait le logo de l'hôpital dans le coin, et mes mains tremblaient en l'ouvrant. La lettre expliquait que la thérapie familiale était une composante importante du programme de traitement de Rachel. Il nous contactait pour savoir si je serais disposé à participer à des séances conçues pour faciliter la guérison et la compréhension. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai immédiatement appelé Evelyne. Elle a écouté pendant que je lisais la lettre à voix haute, ma voix devenant de plus en plus en colère à chaque mot. Quand j'ai fini, elle m'a dit que je n'avais absolument aucune obligation de participer au rétablissement de Rachel.
ma guérison devait passer en premier, et m'asseoir dans une pièce avec la femme qui avait essayé de détruire ma vie n'était pas quelque chose que je devais faire pour en finir. J'ai écrit une réponse ferme refusant l'invitation, indiquant clairement que, bien que j'espérais que Rachel obtienne l'aide dont elle avait besoin, je ne ferais pas partie de son processus de traitement. Evelyne a relu ma réponse avant que je ne l'envoie, s'assurant que le langage était professionnel mais ne laissait aucune place à de futures demandes. Poster cette lettre m'a donné un sentiment de pouvoir. J'établissais des limites qui protégeaient ma propre santé mentale au lieu de me sacrifier pour le rétablissement de quelqu'un d'autre. Le docteur Dove a programmé des rendez-vous hebdomadaires pour surveiller la dépression postpartum qui s'ajoutait au SSPT. Elle a ajusté mes médicaments avec soin, surveillant les effets secondaires tout en essayant de trouver le bon équilibre. Chaque semaine, elle me posait des questions détaillées sur mon humeur, mes habitudes de sommeil et ma capacité à créer des liens avec ma fille. Je lui ai dit honnêtement que certains jours je me sentais bien, et d'autres jours je pouvais à peine fonctionner. Elle m'a assuré que c'était normal compte tenu de tout ce que j'avais vécu. Les médicaments ont aidé à atténuer l'anxiété constante, ce qui a permis de passer les journées sans crise de panique. L'allaitement se passait bien malgré tout le stress, ce que le docteur Dove a qualifié de remarquable. Ma fille prenait du poids parfaitement, atteignant chaque étape importante, s'épanouissant malgré le chaos qui avait entouré son arrivée. La tenir pendant les tétés est devenu mon point d'ancrage, un rappel que quelque chose de bien était sorti de toute cette douleur. Le docteur Dove a salué mon engagement envers la thérapie et les médicaments, affirmant que de nombreuses femmes dans ma situation auraient abandonné. Mais abandonner n'était pas une option quand j'avais une fille qui dépendait de moi pour guérir. Le père de Kevin a appelé et m'a demandé de le rencontrer pour prendre un café. J'ai accepté à contre-cœur, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de chez moi, et il est allé droit au but. Il voulait payer ma thérapie indéfiniment, aussi longtemps que j'en aurais besoin. Il a dit que la famille avait permis le comportement de Rachel pendant des années, trouvant des excuses à sa cruauté et rejetant les préoccupations concernant sa santé mentale. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a admis qu'il m'avait tous fait défaut. L'argent pour la thérapie était le moins qu'il pouvait faire pour réparer. J'ai accepté son offre parce que j'avais vraiment besoin d'aide et parce que sa responsabilité semblait réelle. Il ne cherchait pas d'excuses et ne me demandait pas de pardonner à qui que ce soit. Il assumait simplement sa part de responsabilité dans la création d'un environnement où les abus de Rachel pouvaient s'épanouir sans contrôle. Après cela, il a commencé à venir chaque semaine pour voir sa petite fille. Il s'asseyait sur mon canapé et la tenait pendant des heures, sans jamais faire pression sur moi pour que je me réconcilie avec Kevin ou que j'aie des contacts avec Rachel. Sa présence est devenue un réconfort, la preuve que tout le monde dans la famille de Kevin ne m'avait pas complètement fait défaut. 3 mois après la naissance de ma fille, Vikram a finalisé son divorce avec Rachel. Une lettre est arrivée de lui quelques jours plus tard, écrite à la main sur du papier ordinaire. Il s'est excusé de ne pas avoir vu les signes de son instabilité plus tôt, de ne pas m'avoir protégé de ses machinations. Il m'a remercié de ne pas avoir porté plainte, ce qui aurait pu compliquer son traitement, reconnaissant que j'aurais été justifié de recourir à des poursuites judiciaires. Son honnêteté quant à ses propres échecs m'a semblé sincère. Il a admis qu'il était tellement concentré sur le soutien à Rachel dans son deuil qu'il avait ignoré les signes avant-coureurs de sa détérioration mentale. La lettre ne demandait pas pardon et ne cherchait pas d'excuses. Elle reconnaissait simplement la vérité de ce qui s'était passé et son rôle dans l'incapacité de l'arrêter. Je lui ai répondu brièvement en le remerciant de son honnêteté et en lui souhaitant bonne chance dans son propre processus de guérison. Sa volonté d'assumer ses responsabilités sans rien exiger de moi en retour m'a aidé à croire que certaines personnes tiraient vraiment des leçons de leurs erreurs. Evelyne me tenait au courant des progrès du traitement de Rachel par les voies officielles. L'équipe psychiatrique a signalé qu'elle faisait quelques progrès dans la compréhension que ses actions étaient mauvaises, mais selon ses médecins, elle ne comprenait toujours pas pleinement la gravité de ce qu'elle m'avait fait. Ils ont estimé qu'il faudrait peut-être des années de thérapie intensive pour qu'elle développe une véritable empathie et des remords. Les mises à jour m'ont fait me sentir vide plutôt que vengé. Je voulais entendre que Rachel avait enfin compris les dommages qu'elle avait causés, qu'elle se sentait vraiment coupable d'avoir essayé de détruire la vie d'une personne innocente. Au lieu de cela, j'ai appris que même avec l'aide d'un professionnel, elle avait encore du mal à comprendre pourquoi ses actions étaient si néfastes. Après quelques mois, j'ai dit à Evelyne d'arrêter de m'envoyer des mises à jour. Le rétablissement de Rachel n'était pas ma responsabilité, et suivre ses progrès me gardait attaché à un traumatisme. J'avais besoin de passer à autre chose.
Qu'elle ait ou non vraiment compris ce qu'elle avait fait ne changeait rien à ce qui m'était arrivé. Kevin a suivi un programme de thérapie individuelle qui se concentrait spécifiquement sur l'enchevêtrement familial et l'établissement de limites. Son thérapeute avait déterminé que l'incapacité de Kevin à voir les abus de Rachel découlait d'années de schémas familiaux qui privilégiaient le maintien de la paix à la protection des victimes. Quand il a terminé le programme, il m'a écrit une lettre de 10 pages assumant l'entière responsabilité d'avoir permis la cruauté de Rachel et d'avoir cru ses accusations sans poser de questions. Il a détaillé des cas spécifiques où il avait rejeté mes préoccupations, minimisé le comportement de Rachel ou choisi le confort de sa famille plutôt que mon bien-être. La lettre était exhaustive et douloureuse à lire. Il ne cherchait pas d'excuses et n'essayait pas d'expliquer ses échecs. Il les a simplement assumés complètement, reconnaissant que sa trahison avait endommagé notre mariage d'une manière qui ne pourrait peut-être jamais guérir complètement. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de ma table de chevet et je la lis parfois quand j'ai du mal à lui pardonner. Les mots étaient un début, la preuve qu'il faisait un vrai travail pour changer. Mais les mots sur papier ne pouvaient pas effacer le souvenir de sa voix au téléphone me demandant ce que j'avais fait, croyant que j'étais capable d'un meurtre. Ma fille a eu 4 mois, et j'ai commencé à faire mes nuits quand elle les faisait. Les symptômes du SSPT étaient moins intenses avec les médicaments et la thérapie, bien qu'ils n'aient pas complètement disparu. J'avais toujours des crises de panique quand je voyais des femmes enceintes qui me rappelaient Rachel. La vue de tisane dans les magasins pouvait déclencher des flashbacks où l'on m'accusait d'avoir empoisonné quelqu'un, mais les épisodes étaient moins fréquents et moins graves qu'ils ne l'avaient été juste après les accusations. Mon thérapeute a dit que la guérison se produisait lentement, que le rétablissement après un traumatisme n'était pas une ligne droite mais un processus graduel avec des revers et des progrès mélangés. J'apprenais à fonctionner autour des parties endommagées de moi-même plutôt que d'attendre de me sentir à nouveau complètement entière. Certains jours, je me sentais presque normal, capable de profiter de ma fille et de trouver des moments de bonheur véritables. D'autres jours, le poids de tout ce qui s'était passé m'écrasait, et je pouvais à peine sortir du lit. Mais même les pires jours, j'avançais au lieu de me noyer. Notre thérapeute de couple a suggéré que Kevin et moi commencions à dîner ensemble dans la partie principale de la maison au lieu de manger séparément. Elle a dit que la reconstruction de l'intimité devait commencer par la compagnie de base et le partage d'expériences positives. Nous avons donc commencé à nous asseoir à la table à manger ensemble chaque soir après avoir mis notre fille au lit. Nous avons parlé de son développement, des nouveaux sons qu'elle émettait, de la façon dont elle avait commencé à tendre la main vers les jouets. Nous avons évité de parler de Rachel ou des accusations ou de tout ce qui était lié au traumatisme. Ces conversations étaient d'abord rigides et formelles, comme si nous étions des étrangers faisant de petites conversations polies, mais peu à peu, elles sont devenues plus naturelles. Kevin me racontait quelque chose de drôle qui s'était passé au travail, et je partageais une histoire sur la journée de notre fille. Nous ne reconstruisions pas la romance ou la passion. Nous réapprenions simplement à exister dans le même espace sans que le poids de la trahison n'étouffe chaque interaction. Le thérapeute a appelé cela poser des bases, créer des associations positives qui pourraient éventuellement soutenir une reconnexion émotionnelle plus profonde. Certains soirs, je regardais Kevin de l'autre côté de la table et je sentais une lueur de l'amour qui nous avait réunis. D'autres soirs, je ne ressentais rien d'autre que l'écho de son doute. Mais j'ai continué à venir dîner, j'ai continué à essayer parce que notre fille méritait des parents qui au moins tentaient de reconstruire ce que Rachel avait essayé de détruire. Carole a appelé 2 semaines après notre conversation au dîner, sa voix prudente et pleine d'espoir. Elle voulait organiser une petite fête pour les 6 mois de ma fille. Rien de grand, juste la famille proche qui nous avait soutenus dans tout ça. J'ai accepté, mais j'ai tout de suite mis les choses au clair. Le nom de Rachel ne pouvait pas être mentionné, pas une seule fois pendant toute la durée de l'événement. Seules les personnes qui m'avaient soutenu pendant les accusations pouvaient y assister. Carole a promis immédiatement, le soulagement inondant sa voix. Elle comprenait parfaitement et respecterait toutes les limites que je fixerais. La fête a eu lieu un samedi après-midi ensoleillé dans la cour de Carole. Des ballons étaient accrochés à la clôture, des couleurs pastel qui ont fait tendre les mains de ma fille vers le haut. Carole avait commandé un petit gâteau décoré de papillons. Rien d'extraordinaire mais attentionné. Le père de Kevin a fait griller des hamburgers pendant que Marina aidait à installer les cadeaux sur une table pliante. Ma fille était assise dans son siège vibrant, bavant sur un anneau de dentition et émettant des sons de gargouillis heureux. Tout le monde a pris son tour pour la tenir, commentant à quel point elle avait grandi, à quel point elle devenait alerte. Carole n'arrêtait pas de pleurer en regardant sa petite fille sourire aux gens, enfin capable de célébrer ce bébé correctement. Aucun drame n'a éclaté.
Aucun moment inconfortable ne s'est produit. Personne n'a évoqué les accusations, l'enquête ou quoi que ce soit en rapport avec ce que nous avions survécu. Juste une célébration familiale normale, le genre que j'avais peur de ne plus jamais avoir. Kevin s'est tenu à côté de moi tout le temps, sa main touchant de temps en temps le bas de mon dos, vérifiant avec des regards pour s'assurer que j'allais bien. Je me suis retrouvé à me détendre dans l'après-midi, profitant réellement de voir ma fille vivre sa première vraie fête. Quand nous sommes partis, Carole m'a serré fort dans ses bras et m'a remercié de lui avoir fait confiance pour ça. La fête a donné l'impression d'être un véritable progrès, comme si nous construisions peut-être quelque chose de plus sain que ce qui existait auparavant. Ce soir-là, après avoir mis notre fille au lit, Kevin s'est tenu dans le couloir entre notre chambre et la chambre d'amis où il dormait depuis des mois. Il a demandé calmement s'il pouvait revenir dans notre chambre. Sa voix ne contenait aucune attente, aucune pression. Je l'ai regardé se tenir là en pyjama, attendant ma réponse sans essayer de me convaincre ou de défendre sa cause. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. Les mots sont sortis fermes mais pas en colère. Il a immédiatement hoché la tête, a dit qu'il comprenait parfaitement, a embrassé mon front et est retourné dans la chambre d'amis sans un autre mot. Pas de chantage affectif, pas d'expression blessée, juste l'acceptation de mon calendrier. Lors de notre prochaine séance de thérapie, j'ai mentionné la conversation à notre conseillère. Elle a validé ma décision immédiatement, expliquant que c'était moi qui fixais le rythme de la réconciliation physique. Kevin devait respecter cela sans développer de ressentiment. Et jusqu'à présent, il faisait exactement ce que la reconstruction saine exigeait. La validation m'a aidé à me sentir moins coupable de le garder à distance. Certains soirs, je le voulais à nouveau dans notre lit. D'autres soirs, j'avais besoin d'espace pour traiter tout sans que sa présence ne me rappelle son doute. Les deux sentiments étaient acceptables, et je n'avais pas à me précipiter pour l'un ou l'autre. 3 semaines plus tard, j'ai assisté à ma première réunion d'un groupe de soutien que j'avais trouvé en ligne pour les femmes faussement accusées de crimes. Nous étions 7 à nous réunir dans le sous-sol d'un centre communautaire, assises en cercle sur des chaises pliantes sous des néons. Chaque femme a partagé son histoire. L'une avait été accusée de détournement de fonds par une collègue vengeresse. Une autre faisait face à des accusations de voies de fait de la part d'un ex qui voulait la garde de leurs enfants. Une troisième était accusée de maltraitance envers une personne âgée par des membres de la famille qui se disputaient un héritage. En écoutant leurs expériences, j'ai senti quelque chose se débloquer dans ma poitrine. Ces femmes comprenaient le traumatisme spécifique de voir son innocence remise en question, de voir les gens douter de vous, de se battre pour prouver quelque chose qui ne devrait jamais avoir besoin d'être prouvé. Quand mon tour est venu, je leur ai tout raconté sur le coup monté de Rachel, l'amant de Pouliot, la croyance initiale de Kevin dans les mensonges de sa sœur. Elles ont hoché la tête tout au long, reconnaissant les schémas de fausses accusations et de manipulation. Après la réunion, 3 femmes sont venues me serrer dans leurs bras, disant que mon histoire leur donnait l'espoir qu'une justification était possible. J'ai commencé à assister à chaque réunion hebdomadaire, trouvant un lien avec des personnes qui comprenaient d'une manière que mes autres amis ne pouvaient pas partager. Mon expérience dans ce cercle m'a aidé à traiter ce à quoi j'avais survécu, à donner un sens au cauchemar en me permettant d'aider les autres à traverser des traumatismes similaires. Le groupe est devenu une partie importante de ma guérison, un endroit où je n'avais pas à expliquer ou à justifier ma peur et ma colère persistante. Evelyne m'a appelé 6 mois après l'hospitalisation de Rachel avec une mise à jour que je n'avais pas demandée. Rachel a été transférée dans un programme ambulatoire moins intensif. Ses médecins ont signalé qu'elle était stable sous médication et qu'elle ne présentait plus de symptômes psychotiques. Ils considéraient sa dépression mentale comme contenue et gérable avec un traitement continu. Evelyne m'a demandé si je voulais modifier l'ordonnance restrictive compte tenu de l'amélioration de l'état de Rachel. J'ai dit non immédiatement, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. Garder l'ordonnance exactement telle qu'elle était. Surveiller toute tentative de contact et ne m'aviser que si Rachel a violé les limites. Je ne voulais pas de mise à jour sur ses progrès, son rétablissement ou les étapes de son traitement. Sa santé mentale n'était pas ma responsabilité ni mon souci. Evelyne a accepté sans hésitation, prenant des notes pour maintenir toutes les mesures de protection indéfiniment. Après avoir raccroché, je me suis assise avec ma fille sur mes genoux, la regardant jouer avec un hochet. Le rétablissement de Rachel ne signifiait rien pour moi. Elle pouvait complètement guérir ou rester brisée pour toujours. Dans les deux cas, elle ne ferait plus jamais partie de nos vies. Cette réalisation a apporté un soulagement plutôt qu'un sentiment de culpabilité.
J'avais cessé de me soucier de son bien-être au moment où elle a essayé de détruire le mien. Kevin a suggéré un voyage de fin de semaine à la plage quand notre fille a eu 7 mois. Nos premières vacances en famille, juste nous trois qui nous éloignions de la maison où tant de douleurs s'étaient produites. J'ai hésité au début, inquiète de voyager avec un bébé, de passer autant de temps concentré avec Kevin. Mais Marina m'a encouragé à y aller, disant que parfois la distance physique des lieux de traumatisme aidait la guérison à se produire plus rapidement. Nous avons conduit 3 heures jusqu'à une petite ville côtière, avons séjourné dans un chalet de plage avec des volets bleus et une balançoire de véranda. Kevin était attentif et patient tout le week-end, ne faisant jamais pression pour plus que ce que j'étais prête à donner. Il a changé des couches sans qu'on le lui demande, a pris des quarts de tétée nocturne, a porté notre fille jusqu'à la plage le matin pour que je puisse dormir 1 heure de plus. Nous avons marché le long du rivage avec elle dans un porte-bébé contre la poitrine de Kevin, son petit chapeau de soleil flottant dans la brise. Je me suis surprise à rire de quelque chose de stupide qu'il a dit à propos des mouettes, un rire sincère qui m'a surprise par sa facilité. Ce soir-là, après avoir mis notre fille au lit, nous nous sommes assis sur la véranda en buvant du vin et en écoutant l'océan. Kevin n'a pas essayé de ressasser le passé ou de pousser à des discussions de réconciliation, s'est juste assis à côté de moi dans un silence confortable. J'ai réalisé en étant assise là que je commençais à lui pardonner. Pas complètement, mais assez pour imaginer un avenir où la confiance pourrait se reconstruire. Le pardon était fragile et conditionnel, dépendant de sa continuation à respecter mes limites et à prouver sa croissance. Mais il existait, petit et hésitant, là où il n'y avait eu que de la rage il y a quelques mois. Mon thérapeute a suggéré un exercice lors de notre prochaine séance, écrire une lettre à Rachel exprimant toute la colère et la douleur que ses actions ont causé, tout ce que je n'avais jamais pu dire directement. La lettre ne serait jamais envoyée, jamais lue par personne d'autre que moi, juste un outil pour traiter et libérer. J'ai passé 3 jours à travailler dessus, remplissant page après page de rage, de douleur et de questions qui ne trouveraient jamais de réponse. Pourquoi me détestais-tu autant? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ta cruauté? Comment as-tu pu essayer de détruire une personne innocente à cause de ton propre chagrin? Les mots ont coulé sans censure, tout le venin que j'avalais depuis des mois. Quand j'ai terminé, la lettre faisait 7 pages, mon écriture devenant de plus en plus désordonnée à mesure que les émotions s'intensifiaient. Mon thérapeute m'a fait la lire à voix haute lors de notre séance, ma voix tremblant à travers certains passages. Ensuite, elle a suggéré que je la brûle, que la destruction physique de ces mots représente le fait de lâcher prise. Ce soir-là, Kevin a emmené notre fille se promener pendant que je m'agenouillais près de notre foyer. J'ai mis les pages dans les flammes une à la fois, regardant ma colère se recroqueviller, noircir et disparaître dans la cheminée. Brûler la lettre était étrangement puissant, comme si je choisissais de relâcher l'emprise que les actions de Rachel avaient sur mes pensées quotidiennes. Lâcher prise de la rage ne signifiait pas oublier ce qui s'était passé ou excuser son comportement. Cela signifiait que le traumatisme ne contrôlait plus chaque instant de ma vie. Je pouvais penser à d'autres choses maintenant sans que la cruauté de Rachel n'envahisse chaque moment de calme. Le docteur Dove m'a autorisé à sortir à mon examen postpartum de 9 mois. Ma tension artérielle était normale, de retour au niveau d'avant la grossesse. Physiquement, je m'étais remise de l'accouchement traumatique, mon corps guérissant tous les dommages que cette crise avait causés. Elle a posé des questions sur ma santé mentale pendant l'examen, sa main douce sur mon épaule. J'ai été honnête que j'étais toujours en thérapie, que je travaillais toujours à travers les symptômes du SSPT, mais que j'allais beaucoup mieux qu'il y a des mois. Les crises de panique étaient moins fréquentes. Les cauchemars arrivaient peut-être 1 fois par semaine au lieu de toutes les nuits. Je fonctionnais, je m'occupais de ma fille, je reconstruisais lentement mon mariage. Le docteur Dove m'a serré dans ses bras après le rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle était fière du chemin que j'avais parcouru. Elle s'était inquiétée pendant ces semaines effrayantes d'alitement et d'accouchement d'urgence que je ne survive peut-être pas au traumatisme physique et émotionnel combiné. Me voir en bonne santé et bien faire face lui a apporté un soulagement sincère. En sortant de son bureau ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la fierté envers moi-même. J'avais survécu à quelque chose conçu pour me détruire, et j'étais toujours debout. Le père de Kevin m'a appelé quelques jours plus tard pour me demander de le rencontrer pour prendre un café. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille pendant que ma fille faisait la sieste dans sa poussette à côté de nous. Il voulait mettre en place un fonds d'études pour elle, investir de l'argent maintenant qui croîtrait au fil des ans, et lui donner des opportunités quand elle serait plus grande, sa façon de réparer les échecs de la famille, de ne pas voir comment Rachel me traitait, pour les années où elle a permis son comportement cruel.
J'ai accepté avec gratitude, reconnaissant que certains membres de la famille essayaient sincèrement de réparer les dommages que leur aveuglement avait causés. Tout le monde n'a pas permis le comportement de Rachel en connaissance de cause. Le père de Kevin a admis qu'il avait trouvé des excuses à la personnalité difficile de sa fille pendant des décennies, qualifiant sa cruauté de sensibilité ou de sentiments compliqués. Il voyait maintenant à quel point cette autorisation avait été dangereuse, comment elle avait permis à la maladie mentale de Rachel de s'aggraver sans traitement jusqu'à ce qu'elle détruise presque des personnes innocentes. Sa responsabilité signifiait quelque chose pour moi. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais cela montrait qu'une croissance était possible même pour les personnes qui m'avaient gravement fait défaut. Il a promis d'être un meilleur grand-père qu'il n'avait été un beau-père, de protéger ma fille du dysfonctionnement familial au lieu de prétendre qu'il n'existait pas. Après 10 mois de sommeil séparé, j'ai dit à Kevin qu'il pouvait revenir dans notre chambre à coucher à titre d'essai. Les mots sont sortis nerveux, incertain si j'étais prête, mais voulant essayer. Il a remis ses affaires ce soir-là, faisant attention à ne pas prendre trop de place, me demandant où je voulais qu'il mette ses livres et ses vêtements. L'intimité physique était maladroite au début, nous étions tous les deux hyper conscients de l'autre personne dans le lit après des mois de sommeil seul. Nous n'avons pas eu de relation sexuelle pendant les 2 premières semaines, nous avons simplement partagé l'espace, nous nous sommes réadaptés à la présence de l'autre. Quand nous avons finalement tenté l'intimité, c'était étrange et forcé, nous essayons tous les deux trop fort de la rendre naturelle. Notre thérapeute nous a rappelé que la reconstruction prenait du temps et que les revers étaient normaux après un traumatisme aussi grave. Nous n'avions pas à nous précipiter sur la reconnexion physique ou à la forcer à se produire avant que nous soyons prêts. Certains soirs, je me réveillais en panique et j'avais besoin que Kevin aille dans la chambre d'amis. D'autres soirs, je tendais la main vers lui dans le noir, ayant besoin du réconfort de sa présence. Les 2 réponses étaient acceptables. J'étais prête à continuer à essayer parce que je voyais ses efforts sincères pour changer, pour devenir le mari dont j'avais besoin qu'il soit plutôt que celui qu'il avait été auparavant. Marina est venue prendre un café un matin pendant que Kevin était au travail. Elle a fait rebondir ma fille sur ses genoux, faisant des grimaces qui ont fait éclater le bébé de rire. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait remarqué une énorme différence dans la façon dont Kevin me traitait maintenant par rapport à avant les accusations. Il s'enquérait constamment de mes sentiments. Il respectait mes limites sans ressentiment. Il s'est tenu debout face à sa famille lorsqu'elle a fait des demandes déraisonnables ou a essayé de me faire pression au sujet de Rachel. La croissance était réelle et observable, pas seulement des changements de performance pour me reconquérir. Marina a dit qu'elle était sceptique au début que Kevin puisse vraiment changer après avoir permis à Rachel pendant tant d'années, mais en le regardant au cours de ces mois, elle croyait que sa transformation était sincère. Il avait fait le travail difficile en thérapie, examiné ses propres échecs, pris de vraies responsabilités au lieu de simplement s'excuser. Cette validation extérieure de quelqu'un qui nous connaissait bien tous les deux m'a aidé à lui faire confiance à nouveau. Si Marina pouvait voir la différence, ce n'était pas seulement mon espoir qui me faisait voir des changements qui n'existaient pas. Kevin devenait un meilleur partenaire, lentement et imparfaitement mais constamment en mouvement dans la bonne direction. J'ai regardé ma fille jouer avec ses blocs sur le plancher du salon, les empilant soigneusement avant de les faire tomber avec un cri de joie. Kevin était assis à côté d'elle, encourageant ses tentatives de construction de tours. Elle a attrapé un bloc rouge et l'a tenu vers lui, babillant dans sa langue de bébé. Puis elle l'a dit clairement, indubitablement, « Papa ». Kevin s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés et se sont remplis de larmes instantanément. Il m'a regardé pour confirmer qu'il avait bien entendu. J'ai hoché la tête, souriant malgré les émotions compliquées qui tourbillonnaient en moi. Notre fille l'a dit à nouveau, plus fort cette fois, fière d'elle. « Papa ». Kevin l'a prise dans ses bras et l'a serrée contre lui, pleurant ouvertement maintenant. C'était la femme qui a dit à la police qu'elle m'avait vu chez Rachel, la fausse témoin qui a failli détruire ma vie. Je sais qui vous êtes, ma voix est sortie froide. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Elle regarda autour d'elle nerveusement. Rachel m'a menti. Elle m'a manipulé pour que je dise que je vous avais vu. Elle m'a montré votre photo et n'a cessé de me demander si c'était la femme que j'avais vue à sa porte. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr, que j'avais seulement vu une femme enceinte de dos, mais elle a continué à insister que c'était vous, me disant à quel point vous étiez dangereuse, comment vous aviez menacé son bébé. Je suis resté la tenant une pomme, traitant ceci. Elle a fait en sorte que cela sonne si urgent, a continué Sarah. Elle a dit que vous pourriez blesser d'autres personnes si je ne confirmais pas que c'était vous. Je pensais que j'aidais.
Je suis tellement désolé. Quand j'ai découvert ce qui s'est vraiment passé, qu'elle a tout inventé, je me suis senti malade. La colère que j'attendais n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis senti fatigué. Cette femme était une autre personne que Rachel avait utilisée et jetée. Elle était bonne en manipulation, ai-je dit finalement. Elle a dupé beaucoup de gens. J'aurais dû être plus prudente. J'aurais dû insister sur le fait que je ne pouvais identifier personne. La culpabilité me ronge. Les yeux de Sarah étaient rouges. J'ai failli aider à mettre une femme innocente en prison. Vous avez aussi été une victime, lui ai-je dit. Rachel savait exactement comment faire pression sur les gens pour obtenir ce qu'elle voulait. Sarah m'a remercié à plusieurs reprises avant de s'éloigner. La conversation a apporté une conclusion inattendue. Tout le monde qui m'a blessé ne l'a pas fait par méchanceté. Certains ont juste été pris dans la toile de Rachel. Kevin a commandé de la nourriture thaïlandaise pour notre anniversaire, étalant des contenants sur notre table basse après que notre fille se soit finalement endormie. 5 ans de mariage, une année d'enfer, mais nous étions toujours là, a déclaré Kevin. Il a picoré son pas de taille. Cette année passée a été la chose la plus difficile que nous ayons jamais traversée. Je vous ai fait défaut de tant de façons. Vous l'avez fait, ai-je convenu. Inutile d'adoucir les choses. Mais nous construisons quelque chose de différent maintenant, quelque chose de plus fort. Il a sorti une petite boîte de sa poche. Je voulais vous offrir quelque chose qui représente où nous en sommes maintenant, pas où nous étions. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif, la pierre de naissance de notre fille, une topaze bleu profond. C'est magnifique, ai-je dit, l'aimant sincèrement. Il y avait réfléchi, choisi quelque chose de significatif plutôt que de cher. Kevin l'a attaché autour de mon cou, ses mains s'attardant un moment sur mes épaules. Nous avons mangé nos plats à emporter et avons parlé de choses normales, les nouveaux mots de notre fille, la fuite dans l'évier de la salle de bain, l'anniversaire de sa mère qui approche. Les petites conversations ont fait du bien après des mois de conversations lourdes sur les traumatismes, la thérapie et les ordonnances restrictives. Marina m'a appelé mardi après-midi pendant que je pliais le linge. Le groupe de soutien voulait que je prenne la parole lors d'un événement de défense juridique le mois prochain. Ils organisaient une table ronde sur les fausses accusations et l'importance d'une enquête approfondie avant d'accuser les gens de crime. Vous n'êtes pas obligé, a dit Marina. Mais ils pensent que votre histoire pourrait aider à empêcher d'autres personnes innocentes de vivre ce que vous avez vécu. Mes mains tremblaient légèrement, pliant une des minuscules chemises de ma fille. L'idée de me tenir devant des étrangers et de parler de la pire expérience de ma vie me terrifiait, mais j'ai pensé à d'autres femmes qui pourraient être confrontées à de fausses accusations, qui pourraient ne pas avoir les ressources ou le soutien que j'avais eu. Je le ferai, ai-je dit. L'événement a eu lieu dans une salle de conférence d'hôtel au centre-ville. J'étais assise en coulisses avec les autres panélistes, mes notes tremblant dans mes mains. Kevin était assis au premier rang tenant notre fille, qui se comportait miraculeusement bien. Les voir là m'a légèrement calmé. Quand mon tour est venu, je me suis approché du micro et j'ai raconté mon histoire, les commentaires cruels sur ma fausse couche, la mortinescence, les preuves fabriquées, le moment où j'ai réalisé que j'étais piégé. J'ai gardé ma voix stable, me concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Le public a écouté dans un silence complet. Après, plusieurs personnes m'ont approché, un étudiant en droit rédigeant sa thèse sur les fausses accusations, une femme dont la sœur avait été accusée à tort de maltraitance sur enfant, un procureur qui a promis de se souvenir de mon histoire lors de l'évaluation des preuves dans de futures affaires. L'épuisement en valait la peine. Evelyne a appelé 3 semaines plus tard. Je veux l'entendre admettre ce qu'elle a fait, ai-je dit, pas par l'intermédiaire d'avocat ou de sa mère, directement à moi. Nous avons décidé que j'étais finalement prête, avec des conditions strictes, nos 2 thérapeutes seraient présents, la séance serait enregistrée, je pourrais partir à tout moment, Rachel devait suivre des directives spécifiques sur la prise de responsabilité sans chercher d'excuses. Le centre de médiation était un immeuble de bureaux fade avec des murs beiges et des chaises inconfortables. Je suis arrivé tôt avec mon thérapeute, le cœur battant. Kevin a proposé de venir, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seul. Rachel est entrée ne ressemblant en rien à la femme qui m'avait tourmenté. Elle avait perdu du poids, son visage émacié et pâle. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait en face de moi. Son thérapeute était assis à côté d'elle, une femme d'âge moyen aux yeux doux. « Merci d'avoir accepté cela », a déclaré le thérapeute de Rachel.
Rachel a préparé certaines choses qu'elle veut dire. Rachel m'a regardé, puis a baissé les yeux sur ses mains. Quand elle a parlé, sa voix était plate, presque robotique. Je suis désolé de ce que je vous ai fait. J'ai fabriqué des preuves. J'ai menti à la police. J'ai essayé de vous faire arrêter pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Mes actions étaient mauvaises et vous ont causé un immense préjudice. Les mots semblaient répétés, comme si elle les avait pratiqués une centaine de fois. J'ai attendu plus, une explication qui m'aiderait à comprendre. Pourquoi m'avez-vous ciblé, ai-je demandé. Pourquoi étiez-vous si cruel au sujet de ma fausse couche? Pourquoi essayer de détruire ma vie? Rachel a eu du mal à répondre. Elle a ouvert la bouche plusieurs fois avant que des mots ne sortent. J'étais jalouse. Vous aviez tout ce que je voulais. Kevin vous a choisi plutôt que sa famille. Vous êtes retombée enceinte après votre perte, et j'étais coincée avec mon chagrin. Quand j'ai perdu mon bébé, quelque chose s'est brisé en moi. Je vous ai blâmé d'avoir ce que je ne pouvais pas. Cela n'explique pas la cruauté, ai-je insisté, les commentaires sur mon bébé mort, me disant que mon corps l'avait rejeté, que je n'étais pas censé être une mère. Je voulais que vous souffriez comme je souffrais. La voix de Rachel s'est légèrement brisée. Je voulais vous enlever votre bonheur parce que le mien avait disparu. La conversation n'a pas fourni la catharsis que j'avais espérée. Les réponses de Rachel semblaient incomplètes, ses remords forcés, mais j'ai confirmé ce que j'avais besoin de savoir, elle n'était plus une menace active. Les médicaments et la thérapie l'avaient suffisamment stabilisée pour qu'elle comprenne que ses actions étaient mauvaises, même si elle ne pouvait pas pleinement articuler pourquoi elle les avait faites. J'ai rencontré Evelyne le lendemain à son bureau. La médiation m'avait laissé me sentir vide plutôt que soulagé. Je veux que l'ordonnance restrictive reste en place, lui ai-je dit, de façon permanente. Evelyne a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Les progrès de Rachel ne vous obligent pas à la laisser revenir dans votre vie. Ma sécurité compte plus que son rétablissement, ai-je dit fermement. La sécurité de ma fille compte plus. D'accord. Evelyne a sorti des documents. Nous déposerons une demande pour rendre l'ordonnance permanente avec des dispositions pour un contact supervisé seulement si vous choisissez un jour de l'autoriser, ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Elle a tout déposé cet après-midi-là. L'ordonnance restrictive permanente signifiait que Rachel ne pourrait jamais s'approcher de moi, de ma fille ou de ma maison sans faire face à des conséquences juridiques immédiates. Le soulagement était profond. Ma fille a fait ses premiers pas 2 semaines avant son premier anniversaire. J'étais assise sur le sol à plier le linge quand elle s'est relevée en utilisant le canapé. Elle est restée là à chanceler, puis à lâcher prise. Kevin était de l'autre côté de la pièce et l'a vue se tenir debout de façon indépendante. « Regarde », a-t-il chuchoté. Notre fille a fait un pas hésitant vers moi, puis un autre, puis 3 autres avant de tomber dans mes bras. Nous avons tous les deux crié et pleuré. Elle avait l'air confuse par notre excitation, mais a applaudi quand même, fière d'elle. Kevin nous a tous les deux pris dans ses bras. J'étais submergé de gratitude d'être arrivé à ce moment. Les accusations de Rachel auraient pu m'empêcher de voir ça, d'être là pour attraper les premiers pas de ma fille, mais nous avons survécu. Nous étions une famille. Carole a appelé au début décembre pour demander des nouvelles des projets de Noël. La famille voulait faire un grand rassemblement cette année. Puis elle a posé la question que je redoutais, envisagerais-tu de laisser Rachel venir? Elle va tellement mieux. Je m'assurerai qu'elle reste de l'autre côté de la pièce. Vous n'auriez pas à interagir du tout. Non. Ma réponse a été immédiate et ferme. Chérie, ça fait plus d'1 an. Elle a obtenu de l'aide. La famille s'ennuie d'avoir tout le monde ensemble. Je n'assisterai à aucun événement où Rachel sera présente, ai-je dit clairement. Jamais. Ce n'est pas négociable. Carole est restée silencieuse pendant un long moment. Je comprends. Je verrai Rachel séparément alors. Vous, Kevin et le bébé êtes ma priorité. La limite a tenu. Carole l'a accepté tristement mais respectueusement. Elle verrait Rachel pour déjeuner le lendemain de Noël, gardant les célébrations complètement séparées. J'ai apprécié qu'elle ne fasse pas pression ou n'essaie pas de me faire culpabiliser pour que je change d'avis. Ma dernière séance de thérapie intensive a eu lieu par un froid matin de janvier. 14 mois de rendez-vous hebdomadaires, de devoirs, de stratégies d'adaptation et de traitement des traumatismes. Mon thérapeute a passé en revue mes progrès, notant le chemin que j'avais parcouru depuis la femme terrifiée qui est entrée dans son bureau pour la première fois.
Vous avez développé de solides compétences pour gérer les déclencheurs, a-t-elle dit. Les cauchemars ont considérablement diminué. Vous fonctionnez bien dans la vie quotidienne. J'ai encore de mauvaises journées, ai-je admis. C'est normal. Le SSPT ne disparaît pas complètement, mais vous n'êtes plus en mode crise. Elle a souri. Vous avez fait un travail remarquable. Nous avons programmé des séances d'entretien mensuelles à l'avenir. Je n'avais plus besoin d'un traitement intensif, mais je voulais continuer à faire le point, continuer à travailler sur ma guérison. Le traumatisme faisait partie de mon histoire maintenant, mais ce n'était pas toute mon identité. J'étais une mère, une femme, une survivante. Je construisais une vie au-delà de ce que Rachel avait essayé de détruire. Kevin a évoqué l'idée d'essayer d'avoir un autre bébé lors d'une de nos séances de thérapie. Notre thérapeute a demandé si nous nous sentions tous les deux prêts. J'ai regardé ma fille jouer avec des blocs dans le coin du bureau. Elle était en bonne santé, heureuse et aimée. L'idée d'une autre grossesse ne me remplissait plus de peur. Kevin a pris ma main. Nous en avons parlé pendant des semaines après cette séance, des conversations tard dans la nuit après que notre fille se soit endormie. Il m'a demandé si j'étais vraiment prête ou si j'essayais juste de le rendre heureux. Je lui ai dit que je voulais que notre fille ait un frère ou une sœur, quelqu'un avec qui grandir. La décision me semblait juste au lieu d'effrayante. Nous avons arrêté d'empêcher la grossesse ce mois-là. 3 mois plus tard, j'ai fait un test et j'ai vu 2 lignes roses. Cette fois, j'ai pleuré de joie au lieu de terreur. Kevin m'a serré dans ses bras et a promis qu'il serait meilleur cette fois-ci. Le docteur Dove m'a vu pour mon premier rendez-vous à 6 semaines. Elle m'a demandé comment je me sentais émotionnellement. Je lui ai dit que j'étais nerveuse mais excitée. Elle m'a surveillé de près à cause de mes antécédents, rendez-vous hebdomadaires au lieu de mensuels, contrôle de la tension artérielle à chaque visite, mais tout semblait parfait. La grossesse était tout à fait normale, sans complications, sans frayeur. Kevin est venu à chaque rendez-vous. Il a posé des questions et pris des notes, a tenu ma main pendant les échographies. C'était différent de ma première grossesse où il avait été distrait par le travail et les drames familiaux. Il avait appris de ses erreurs. Ma fille a eu 2 ans un samedi ensoleillé de mai. Nous avons organisé une grande fête dans notre jardin avec des banderoles et des ballons. Des amis sont venus avec leurs enfants. Carole a apporté un énorme gâteau décoré de papillons. Marina s'est présentée avec des cadeaux et a passé l'après-midi à courir après les tout-petits dans le jardin. Et je me suis tenu près de la clôture à regarder ma fille jouer avec d'autres enfants. Elle riait et courait et ignorait complètement tout ce qui s'était passé avant sa naissance, les ténèbres qui ont failli détruire notre famille. Elle était juste une joyeuse enfant de 2 ans mangeant du gâteau et ouvrant des cadeaux. Kevin m'a enlacé par derrière, ses mains reposant sur mon ventre qui s'arrondissait. Nous avions annoncé la nouvelle grossesse à la fête. Tout le monde était heureux pour nous. J'ai ressenti la paix en regardant ma fille souffler ses bougies. Elle était en sécurité et aimée, et c'était tout ce pourquoi je m'étais battu. La lettre est arrivée 2 semaines plus tard. Evelyne m'a appelé quand elle est arrivée à son bureau. L'avocat de Rachel avait envoyé une demande formelle demandant si Rachel pouvait envoyer des cadeaux d'anniversaire à ma fille. Je suis allé au bureau d'Evelyne pour la lire moi-même. Sa protection pendant cette période vulnérable a montré à quel point il avait changé. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Je suis resté d'un côté de l'église. Rachel était assise de l'autre côté. La main de Kevin est restée sur mon dos pendant toute la cérémonie, prête à me déplacer si Rachel s'approchait. Elle n'a pas essayé, nous a juste regardé de l'autre côté de la pièce. Je l'ai vu regarder mon ventre de femme enceinte, le même ventre qu'elle avait accusé de porter un enfant que j'étais censé protéger en détruisant le sien. Carole m'a tenu la main pendant l'enterrement. Elle avait fait son choix. Elle me soutenait, moi et nos enfants. Rachel devrait pleurer son père séparément. J'ai commencé le travail 5 semaines plus tard à 39 semaines. Les contractions ont commencé à 2 heures du matin. Kevin m'a conduite calmement à l'hôpital. Le docteur Dove nous y a rencontrés. L'accouchement a été doux et simple, rien de tel que la naissance traumatique de ma fille. Pas de pic de tension artérielle, pas d'intervention d'urgence, juste un travail normal qui a progressé régulièrement. Kevin est resté à mes côtés tout le temps, m'a tenu la main, m'a essuyé le visage, m'a encouragé à travers chaque contraction. Notre fils est né à 10h30 du matin, 3 kg, des poumons sains qui ont annoncé bruyamment son arrivée. Les infirmières l'ont placé sur ma poitrine.
Kevin a coupé le cordon avec des larmes coulant sur son visage. J'ai tenu mon fils et j'ai ressenti une gratitude accablante. La tentative de Rachel de me détruire avait complètement échoué. Elle avait essayé de tout me prendre, mais me voilà avec un bébé en bonne santé et une fille tout petite à la maison. Notre famille était entière, heureuse et grandissante. Kevin m'a embrassé sur le front, a chuchoté qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi, que nous avions traversé l'enfer ensemble. Carole est venue nous rendre visite quand nous avons ramené notre fils à la maison. Elle l'a tenu avec soin et a pleuré des larmes de joie. Ma fille a grimpé sur le canapé pour voir son petit frère. Carole les a regardés ensemble. Puis elle a demandé si elle pouvait avoir une relation avec les deux petits-enfants et Rachel séparément, sans jamais mélanger les deux. Elle verrait Rachel seule pour des visites supervisées, mais elle voulait être impliquée avec mes enfants, assister aux anniversaires et aux fêtes, faire du babysitting quand nous avions besoin d'aide. J'y ai réfléchi attentivement. Carole avait respecté toutes les limites que j'avais fixées. Elle avait soutenu ma guérison, m'avait choisi plutôt que Rachel quand cela importait. J'ai accepté l'arrangement. Elle pouvait voir Rachel à ses heures perdues, mais mes enfants ne seraient jamais dans la même pièce que Rachel. Carole m'a serré avec soin dans ses bras, m'a remercié de lui avoir fait confiance. Elle est devenue une présence constante dans nos vies après cela, venant 2 fois par semaine, emmenant ma fille au parc, tenant mon fils pendant que je faisais la sieste. Elle a tenu sa promesse, n'a jamais mentionné Rachel autour de nous, n'a jamais fait pression pour une réconciliation. 2 ans après les accusations, Kevin a suggéré de renouveler nos vœux de mariage. Il voulait célébrer le mariage plus fort que nous avions construit à travers la crise et la thérapie. J'ai aimé l'idée, une façon de reconnaître le chemin que nous avions parcouru. Nous avons prévu une petite cérémonie dans notre jardin, juste des amis proches et de la famille. Marina m'a aidé à choisir une robe blanche simple. Carole a surveillé les enfants pendant que nous nous préparions. La cérémonie a eu lieu par un après-midi chaud de juin. Notre fille avait 4 ans. Notre fils en avait 2. Ils ont joué à nos pieds pendant que nous étions sous une arche décorée de fleurs. Kevin a commencé. Ses vœux parlaient de m'avoir fait défaut, d'avoir appris à être le mari que je méritais, de me choisir chaque jour. J'ai pleuré en l'écoutant, puis j'ai parlé. Mes vœux reconnaissaient la douleur à laquelle nous avions survécu, la croissance que nous avions réalisée ensemble, la famille que nous avions construite à partir des cendres. Notre thérapeute a assisté et a souri en nous regardant. Nous avions fait le travail, affronté les dures vérités, reconstruit quelque chose de plus fort. Kevin m'a embrassé quand nous avons eu terminé. Nos enfants ont applaudi, ne comprenant pas mais heureux de nous voir heureux. Marina a pris des photos de notre famille, de nous 4 ensemble, souriants et entiers. Ma chef de groupe de soutien m'a appelé 6 mois plus tard. Elle m'a demandé si je serais intéressé à devenir conseillère père, à utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes à traverser des traumatismes similaires, des personnes faussement accusées qui avaient besoin de quelqu'un qui comprenne. J'ai pensé à quel point je m'étais senti isolé pendant l'enquête, à quel point j'avais désespérément besoin de quelqu'un qui avait survécu à ce que je traversais. Je lui ai dit oui. Kevin était enthousiaste quand je lui ai expliqué. Il a dit qu'il regarderait les enfants pendant les séances de formation et les réunions de soutien. J'ai commencé le programme de formation cet automne, apprenant à fournir un soutien par les pairs sans essayer de tout réparer, comment écouter et valider et partager des ressources. Le travail me semblait significatif et intentionnel, transformant mon traumatisme en quelque chose qui pourrait aider les autres. J'ai rencontré des gens qui traversaient leurs propres cauchemars, j'ai offert l'espoir qu'ils pourraient survivre, que la vie pourrait être belle à nouveau de l'autre côté. Carole m'a dit 6 mois après que Rachel avait terminé son programme de traitement ambulatoire. Elle déménageait dans un autre état pour un nouveau départ. Vikram avait partagé par le biais de Carole que Rachel avait finalement exprimé de véritables remords. Elle a reconnu qu'elle avait failli détruire la vie d'une personne innocente et a compris la gravité de ce qu'elle avait fait. J'ai écouté Carole me dire cela, j'ai apprécié d'entendre que Rachel avait grandi, mais j'ai maintenu qu'elle ne ferait jamais partie de ma vie quoi qu'il arrive. Certains ponts ont été brûlés au-delà de toute réparation. Certains dommages ne pouvaient pas être réparés avec des excuses et une thérapie. Rachel pouvait construire une nouvelle vie ailleurs, trouver la paix et la guérison par elle-même, mais elle n'aurait jamais accès à moi ou à mes enfants. Carole a compris, a dit qu'elle respectait complètement ma décision. Rachel a déménagé au Colorado 2 semaines plus tard. Je n'ai pas demandé de détails, je ne voulais pas savoir exactement où ce qu'elle faisait. Elle était partie de nos vies. C'était suffisant.
J'ai déposé Judith à sa classe de maternelle un mardi matin de septembre, la regardant courir vers le poste d'art sans se retourner. Elle portait son nouveau sac à dos décoré de papillons et portait le déjeuner que j'avais préparé ce matin-là. L'enseignante a souri et m'a fait signe de partir quand j'ai hésité à la porte. Mon fils, Ryan, était assis dans sa poussette à côté de moi, mâchant un anneau de dentition et donnant des coups de pied. Il avait eu 1 an le mois dernier avec une petite fête dans notre jardin. Kevin avait pris un jour de congé pour être là pour le premier jour de Judith, mais une urgence au travail l'a éloigné à la dernière minute. Je lui ai envoyé par texto une photo de Judith à son casier se liant déjà d'amitié avec une autre fille. Il a répondu immédiatement avec des émojis de cœur et a promis de la récupérer cet après-midi. En retournant à la voiture, j'ai pensé à quel point cela semblait normal, à quel point c'était ordinaire, beau et sûr. Il y a 3 ans, j'avais terriblement peur que la police ne m'arrête avant que je puisse accoucher de mon bébé. Maintenant, j'étais une maman de maternelle qui s'inquiétait de savoir si Judith mangerait ses légumes au déjeuner. Kevin et moi voyons toujours notre thérapeute 1 fois par mois pour des séances d'entretien, faisant le point sur notre communication et nous assurant que nous restions connectés. La semaine dernière, nous avons parlé du début de l'école de Judith et de la façon de gérer les questions inévitables des autres parents sur la dynamique familiale. Nous avons pratiqué les réponses ensemble, décidant ce qu'il était confortable de partager. Les outils que nous avions appris pendant les années de crise étaient devenus des habitudes maintenant. Kevin a demandé avant de faire des projets avec sa famille. J'ai pris la parole immédiatement quand quelque chose me dérangeait au lieu de laisser la rancune s'installer. Nous avons programmé des soirées régulières et protégé ce temps avec acharnement. Notre mariage me semblait solide d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Nous avons presque tout perdu. Le traumatisme nous avait forcés à reconstruire de la fondation, et ce que nous avions créé ensemble était plus fort que ce avec quoi nous avions commencé. 3 ans après les accusations de Rachel, je me tenais à notre fenêtre de cuisine, regardant mes enfants jouer dans le jardin. Judith poussait Ryan sur la balançoire pour bébé que Kevin avait installée au printemps dernier. Elle lui chantait pendant qu'il riait et essayait d'attraper ses cheveux. Kevin était près du grill, retournant des hamburgers pour le dîner, regardant occasionnellement les enfants et souriant. Le soleil de fin d'après-midi rendait tout doré et chaleureux. J'avais encore parfois des cauchemars où le détective Jason était à ma porte avec des menottes. Je me crispais encore quand mon téléphone sonnait à partir de numéros inconnus. Certaines phrases pouvaient déclencher des crises de panique qui me laissaient tremblante et essoufflée. Mais ces moments ne contrôlaient plus ma vie quotidienne. J'avais survécu à quelque chose qui aurait dû me détruire. J'avais été faussement accusé d'avoir tué un bébé alors que je portais mon propre enfant. Mon mari avait douté de moi. Ma famille s'était retournée contre moi. Le système juridique m'avait traité comme une criminelle. Et je m'étais battu à travers tout ça pour protéger ma fille et prouver mon innocence. Les cicatrices seraient toujours là. Je n'oublierai jamais la terreur de ces mois ou la trahison du doute initial de Kevin. Mais j'avais aussi découvert une force que je ne savais pas avoir. J'avais appris à me battre pour ma vérité quand tout le monde croyait des mensonges. J'avais reconstruit mon mariage en quelque chose de réel et d'honnête. J'avais créé un foyer sûr et aimant pour mes enfants où ils pourraient grandir protégés des ténèbres qui avaient tenté de nous consumer. Rachel vivait quelque part au Colorado maintenant, construisant la vie qu'elle pouvait après tout ce qu'elle avait fait. Je ne pensais plus souvent à elle. Elle avait perdu son pouvoir sur moi quand j'ai cessé de laisser ses actions définir ma valeur. Kevin a crié que le dîner était prêt, et Judith est arrivée en courant avec Ryan trottinant derrière elle. Nous nous sommes assis ensemble à la table de patio, notre famille de 4 personnes, mangeant et riant et faisant des projets pour la fin de semaine. Cette vie, cette joie, cette paix avait été durement gagnée. Chaque instant me semblait précieux parce que je savais à quel point j'avais failli tout perdre.